Alors, merci Jacques. Jacques me proposait de vous représenter un peu l'esprit, pour ceux qui ne connaissent pas, de ce qu'on essaye de faire. En fait, ces conférences, elles sont nées de quelque chose que j'avais pratiqué. Je vais vous expliquer comment, un peu par hasard, sur un terrain qui suit de la théologie ou de la foi chrétienne. Même si par ailleurs, je vous en dirai deux mots, ma formation, elle est distinctement philosophique et théologique. En fait, ce sont des amis parisiens qui m'ont dit nous, on a des problèmes avec la foi et on a des questions et on aimerait que quelqu'un y réponde sérieusement. C'est-à-dire, ne se contente pas de nous faire des réponses toutes faites, qu'on est capable de se faire tout seul en ouvrant le catéchisme de l'Église catholique, mais qu'en gros, on prenne au sérieux les questions et les objections qui sont les nôtres. Alors, j'ai dit écoutez, chiche, moi je veux bien, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, on est parti là-dessus, prendre des questions qui fâchent, difficiles, je ne sais pas trop quoi, faut-il obéir au pape, est-ce que les catholiques sont tous des mariolâtres, l'homosexualité est-elle... les homosexuels sont-ils excommuniés, enfin tout ce que vous voudrez. Voilà. Le mariage est-il la seule vocation humaine à part la vie religieuse, des trucs comme ça, des idées. On n'a pas fini d'en avoir d'ailleurs des idées. Voilà. Et donc le pari, c'était que moi-même j'accepte d'aller au bout de la question, c'est-à-dire d'aller jusqu'au moment où j'ai plus de réponse toute faite. Voilà. C'est ça le pari. Et puis c'est vrai que on s'est dit avec des amis proches de ma communauté ici, Jacques et Florence, qu'on pourrait faire ça en philosophie, sur le terrain philosophique, et ici à Grenoble. Voilà. Donc c'est le même principe. Alors la grande différence, c'est qu'en théologie, on part d'une cohérence qui est celle de la révélation, donc on ne part pas d'abord de notre expérience à nous. On essaye d'éclairer l'expérience, mais on part d'un discours qui vient d'ailleurs, on va dire ça. En tout cas, au moins, qui ne vient pas c'est nous qui l'avons inventé tout seul. Et donc le but était de confronter les questions concrètes et la vie concrète dans laquelle on est à ce discours. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça ne tient pas la route? Avec l'idée d'ailleurs de repasser plutôt par l'évangile que par le discours de l'Église, parce qu'il y en a un qui est source de l'autre et il y a des chances qu'on s'y retrouve mieux. D'ailleurs, enfin, j'ai rien contre l'Église, vous comprenez bien, mais Jésus est plus intelligent que tous les gens qui ont parlé après lui et surtout ceux qui ont essayé de parler à sa place, parce qu'eux sont carrément doublement pas intelligents. Et donc en philosophie c'est très différent. Mais du coup, l'expérience, c'est que d'aller au bout de la question, c'est d'aller jusqu'au moment où les analyses philosophiques toutes faites suffisent plus. Donc c'est l'analogue. Hein, c'est d'aller jusqu'au moment où on se repose réellement la question. Alors, voilà, donc le pari, il est le même. J'essaye d'aller au moment où ce que j'avais cru comprendre du sujet ne suffit plus. Donc ça ne vous garantit pas que je vais être capable après ça D'ailleurs, il y a des fois, c'est plus ou moins bon parce que j'arrive plus ou moins voilà, avec votre aide, parce que même si vous intervenez pas dans le moment où je parle, c'est toujours une recherche ensemble. Donc c'est d'essayer. Alors évidemment, j'oublie pas complètement ce que j'ai déjà travaillé sur le sujet, mais j'essaye d'aller à l'endroit où ça suffit pas, pour avancer en gros, pour faire simple, c'est comme une espèce de laboratoire de recherche en direct. Ensuite, moi je me suis demandé plusieurs fois, est-ce qu'il faut qu'il y ait un orateur, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça à plusieurs? Vous savez, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tout au long de l'année des gens qui font des conférences, qui sont des gens différents. Puis d'ailleurs, c'est bien parce que vous en trouvez à chaque fois un qui est compétent sur le sujet. Il y a deux raisons. D'abord, le but n'est pas d'être compétent sur le sujet, parce que celui qui est compétent sur le sujet, il risque de vous dire ce qu'il sait. Donc de ne pas se poser la question là où il ne sait plus. Vous savez, quand vous avez un spécialiste, le spécialiste, il assume parfaitement la réponse avant même de se poser des questions, et derrière, il ne se pose aucune question auquel il ne soit pas capable de répondre. Sinon, il n'est plus le spécialiste. Il est juste un gars qui revient au-delà de la spécialité, à tout d'un coup l'endroit où il ne sait plus répondre. Ça aime pas trop. Enfin, ils aiment le faire avec eux-mêmes, mais pas devant tout le monde. Parce que leur vocation, c'est d'être spécialiste, donc d'avoir des réponses. Et puis alors, la deuxième chose, c'est que je me suis dit qu'au fond, à force de fréquenter le même, ça permet de connaître ses limites. Donc ça permet aussi de penser plus librement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez à chaque fois quelqu'un de différent, qui pense différemment et qui est compétent dans votre domaine, à la fois vous êtes émerveillé, en même temps vous êtes un peu écrasé. Et vous ne voyez pas très bien toujours où. Vous voyez. Là, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une communauté de réflexion commune qui fait que les limites de discours, les concepts qui sont utilisés, les limites même intellectuelles, elles sont atteintes. Et donc, chacun a aussi plus la liberté dans le temps, vous voyez, de poser des questions plus pertinentes. Voilà, c'est ça aussi. C'est le but. C'est comme on sait bien dans la tradition philosophique, d'ailleurs, c'est plutôt de travailler ensemble dans la durée avec les mêmes qui fait aussi que les choses bougent. Voilà. Et moi, je sais que l'idée étant que j'en profite aussi, j'essaye aussi de me laisser bouger par le... Et là, ça va tomber bien, parce que ce soir, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet? Voilà. Et donc, au-delà aussi de la conférence elle-même, aussi bien ceux qui l'écoutent et qui n'assistent pas aux conférences, ou du tout, parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, des fois,
ça fait progressivement une espèce de communauté de réflexion, voilà, de manière où à la fois chacun garde son approche propre, mais précisément parce que c'est à l'occasion de quelqu'un qui réfléchit, qui est régulièrement le même, ça fabrique aussi une convergence qui n'est pas dépendante de moi. Voilà, c'est ça le but. D'accord ? Le but, c'est pas que je fasse des disciples ou des clones, c'est qu'au contraire, d'autant plus que ma formation philosophique, elle est aristotélicienne, et que Aristote a fait le choix de se tourner et de tourner ce auquel il enseigne vers le réel. D'accord ? Plus que vers ce qu'il pense, puisque son effort à lui, c'est d'essayer de mettre des mots sur ce qu'il perçoit de la réalité de manière telle que les mots ne fassent pas obstacle. Vous voyez, que les mots ne remplacent pas le réel. Voilà, donc le but d'Aristote, c'est pas de vous remplir la tête d'idées bien faites, c'est de vous conduire de manière émerveillée à interroger vous-même la réalité. Voilà. Donc moi, je ne me fixe pas d'autre but. Le reste, pour tout dire, ne m'intéresse pas. Vous convaincre que j'ai raison, ça ne m'intéresse pas. Et que vous pensiez par clonage comme moi, alors encore moins, parce que ça, c'est carrément dangereux. Voilà. Donc ce soir, on a choisi de réfléchir sur la fratrie. Alors, par précaution, on a commencé par un sujet plus simple qui était les parents-enfants. Parce que parents-enfants, on voit bien, enfin, il y a des choses qu'on ne voit pas très bien, d'ailleurs, c'est comment ça se fabrique tout ça, mais on voit bien qu'il y a des gens plus faibles en début de vie qui sont pris en charge par des gens un peu plus avancés qu'eux et que c'est normal que les plus compétents aident les moins compétents et qu'ils se fabriquent des choses là-dedans. On s'est aperçu qu'en descendant plus profondément là-dedans, c'était un peu plus compliqué que ça. Là, la fratrie, c'est très différent, et moi j'ai l'habitude de dire que c'est beaucoup plus mystérieux encore que le rapport parent-enfant. Que moi j'ai changé de point de vue, c'est-à-dire qu'au début je pensais que ce qu'il y avait de plus mystérieux dans les relations humaines, c'était l'amour, avec un grand A évidemment, quand j'avais 18 ans, et que ce qui était le plus simple à comprendre, c'était la relation fraternelle et filiale, ou parentale. Et je me souviens que c'est exactement l'inverse. L'amour, il n'y a rien de moins mystérieux, par un certain côté. Parce que ça repose, alors ça reste mystérieux parce que il y a quelque chose de la liberté qui est engagée, mais en fait, c'est deux personnes qui s'engagent consciemment l'une envers l'autre et qui d'ailleurs souvent négocient un peu les modalités d'engagement. Donc c'est assez clair. Oui, je veux dire. Pourquoi les humains s'obstinent à faire ça même quand ils se sont pris des gamelles et que finalement ils ont souffert ? Ben, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Donc ça, c'est pas non plus très mystérieux. Voilà. Ce qui est mystérieux, c'est ce qui s'y fabrique, ça oui. C'est-à-dire la relation profonde qui se fabrique entre deux êtres, ça c'est mystérieux. Mais ça, c'est moins l'amour que la communion. Donc finalement, je ne suis pas sûr que ça soit si mystérieux que ça. L'amour, vous voyez, comme attraction et comme désir d'essayer de se rencontrer, de faire quelque chose à deux. Les animaux font pareil, ça n'a rien de... Voilà. Alors je sais pas qu'en français, l'amour c'est un mot à la fois flou et parfaitement mystérieux, mais voilà. Par contre, que deux individus soient source d'un troisième, alors qu'en fait ils y sont par un autre côté pour rien du tout, parce que l'identité de la personne, c'est pas eux qui l'ont fabriquée, ça c'est carrément mystérieux, oui. Carrément très mystérieux. Qu'un troisième individu soit pas la résultante des deux premiers, ou qu'il le soit génétiquement, mais pas dans son identité ontologique, ça c'est très mystérieux, oui. Parce qu'à la limite, si Dieu voulait faire des choses qu'il les fasse en direct, ou si les gens voulaient faire des choses qu'il les fassent à deux et que ça donne un produit, vous voyez, qui est uniquement la combinaison des deux précédents, mais qu'il y a un truc qui se fasse à trois dont le troisième reste caché, c'est très mystérieux. Et jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle personne honnête n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe. Puisqu'il y a une différence complète entre le mixage génétique de deux individus mammifères supérieurs et l'identité, qui est celle d'ailleurs pour laquelle vous devez le respecter, parce que si c'était qu'une combinaison biologique de vous deux, ça vous appartiendrait, non, à ce que je sache. On peut vendre son sang. Ça prouve que tout ce qui vient de notre corps est à nous. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que cet individu qui vient de votre corps ne serait pas à vous non plus. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pourquoi les enfants n'appartiendraient pas, vous voyez, à tout point de vue aux parents, puisqu'ils l'ont fabriqué physiquement, qu'ils s'en sont occupés. Quand vous plantez des tomates, que vous les cultivez de manière extensive et que vous les vendez, elles sont à vous, non ? Mutatis mutandis, je ne vois pas tellement la différence avec des enfants, sauf que vous êtes ému de manière romantico-planante. Voilà. Donc s'il se passe autre chose que de la projection romantique et affective d'un mammifère supérieur, c'est bien que, laissez tomber Dieu si vous voulez, mais qu'il y a vraiment un truc qui dépasse et qui transcende métaphysiquement ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a un truc déjà mystérieux. Mais alors en plus, la relation fraternelle, c'est pas mystérieux du tout de la même manière, mais c'est qu'est-ce que font ces gens dans ma vie ? C'est ça le mystère. Pourquoi j'aurais à me coltiner ces gens ? On ne m'a pas demandé mon avis. Et je les ai sur le dos durablement, parce que je ne peux jamais dire que ce n'est pas mes frères, quoi. Même si d'ailleurs je ne les vois plus depuis 20 ans ou 30 ans. Donc qui c'est ces gens et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça qu'il y avait derrière la question, qu'est-ce que la fratrie ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qui c'est ces gens ?
même si on n'en sait rien, parce que d'ailleurs on ne sait pas toujours très bien qui c'est son frère ou sa sœur, tant qu'on ne s'est pas intéressé à lui dans ce qu'il est, et ça arrive souvent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a au moins un lien vital. Dans le cas d'une famille génétique, il y a un lien vital génétique, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont composés à partir d'un mixage différent du mien, mais sur la même base, quoi. À ce que je sache, les chromosomes, l'ADN du père et de la mère n'ont pas changé entre deux enfants. C'est vrai, il pourrait y avoir une espèce de changement cartographique, mais non, c'est les mêmes ADN. Mais le mixage des ADN ne donne pas les mêmes résultats. C'est vrai. Donc ça fait bizarre d'être produit par les mêmes trucs originels qui donnent des résultats différents. Enfin, différents. Des fois, on a le même ADN que le voisin, ça s'appelle un jumeau, donc ça c'est encore plus bizarre. D'ailleurs, il faudra qu'on parle du jumeau, j'y avais pas pensé. Parce que là, c'est carrément une exception pénible. Et donc là, il y a un lien vital qui est au moins un lien corporel, mais comprenez bien, au sens très fort du terme, quoi. Un corporel qui conditionne quand même extraordinairement l'existence. Donc ça, c'est indéniable. Donc on va dire que c'est un bon point de départ. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que dans le cas où il n'y a pas eu de séparation des enfants dès la naissance, qui est quand même la plupart du temps, ou bien quand il y a une fratrie recomposée, ou par adoption, ou par mélange de deux familles comme aujourd'hui, ou dans la tribu au sens large, parce que dans une famille prise au sens large, il y a des civilisations dans lesquelles les frères et les sœurs, des frères et des sœurs, enfin, vous voyez, où en gros les cousins, c'est tous des frères et sœurs. En Afrique, on voit bien la fraternité spontanément vécue de manière très large, d'ailleurs la paternité ou la maternité aussi, puisque nous, nos frères africains, ils appellent toutes les mamans de leurs frères maman. Ça fait drôle d'ailleurs quand ils appellent votre propre maman maman, mais pourquoi pas, hein. C'est vrai, pourquoi ça serait la mienne et moi la leur? Par adoption. On n'est pas ça près. Et donc, le deuxième élément, donc, c'est la vie partagée. Et on va dire une vie partagée non choisie, parce que c'est pas au choix. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, quand il y a un divorce, on peut demander à l'enfant s'il préfère vivre dans une fratrie ou dans l'autre. Mais globalement, il y a des fois des décisions juridiques où il n'a pas trop le choix. Donc, quand même, il y a un élément là c'est une vie commune. Comprenez bien, elle peut être choisie dans un deuxième temps, mais au début, elle n'a pas été décidée, quoi. Pas demander mon avis, savoir si je voulais un petit frère de plus. On m'a pas demandé mon avis si je voulais pas qu'on éjecte la grande sœur quand elle avait 16 ans, qu'elle commençait à casser les pieds à tout le monde. Et donc, c'est aussi le deuxième élément de la fratrie. Parce que c'est assez rare les vies partagées quotidiennes non choisies. Dans l'entreprise, vous pouvez changer d'entreprise, au pire. Même dans le couple, vous pouvez divorcer. Mais les enfants ne peuvent pas se casser comme ça quand ils veulent. Ça ne marche pas légalement. Il faut qu'ils prouvent qu'ils ont été battus gravement par leurs parents, ou que les parents sont incapables de les assumer de manière responsable. Mais s'ils n'arrivent pas à prouver l'un et l'autre, non. Un enfant à 5 ans ne peut pas dire que non, ces gens sont des nuls, moi je préfère les voisins. J'ai testé, je peux le dire avec mes mots à moi, ces gens sont incompétents. D'ailleurs, des fois c'est vrai, et en plus ils le savent, et des fois c'est vrai que les voisins seraient plus compétents. Mais l'enfant est le seul à le savoir, parce que les parents n'ont toujours pas admis. Non, ça arrive, sérieux. Et donc, voilà, donc c'est un peu spécial, comme c'est pas la prison, il y a l'autre cas, c'est la prison. Mais bon, c'est vraiment différent quand même. Enfin, on espère. Ensuite, une fois qu'on a accepté ces deux éléments, on voit bien que le pari de la fratrie, c'est une coexistence au bénéfice de chacun et de tous, quoi. En gros, à quoi ça pourrait servir d'être ensemble, à part de se casser les pieds les uns les autres, c'est quand même d'essayer de bénéficier les uns des autres, quoi. Donc en gros, c'est une espèce de réseau de relations naturelles qu'on essaye de mettre en œuvre, qu'on essaye, le on, c'est les parents et les enfants, dès qu'ils deviennent un peu adultes, enfin très vite d'ailleurs, qu'on essaye de mettre en œuvre au bénéfice de chacun. À condition que les parents soient d'accord, parce que des fois les parents ils veulent que ça soit au bénéfice de la famille, mais pas de chacun, ou du nom que l'on porte, pas de chacun, ou du prestige de la famille, mais pas de chacun, ou du bénéfice économique de la famille, et pas de chacun. D'accord ? C'est pas si clair que ça soit au bénéfice de chacun. En sachant que, comme dans toute communauté humaine, c'est extraordinairement difficile de savoir comment faire pour que ça soit au bénéfice de chacun. D'autant plus que là, les chacun, ils ont des moyens d'expression de leur identité assez faibles. Mais un citoyen, si vous lui imposez des trucs où il a le sentiment que ça atteint son bien personnel, il va vous le dire, parce qu'il est majeur. Un enfant qui a 2 ans, et un enfant qui a 4 ans, qui a 10 ans, auquel on a toujours fait comprendre que de toute façon, il avait intérêt à fermer sa bouche, sinon c'était dehors, non plus.
Donc, c'est pas un mode démocratique. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est très bizarre. C'est pas une communauté composée d'individus libres qui ont fait le choix d'une association bénéfique à leur service. C'est une communauté de fait. Alors, bien sûr qu'on est d'accord, tout ça présuppose, peut-être de manière d'ailleurs totalement erronée mythologique, mais que finalement c'est plutôt bénéfique. C'est quand même ce qu'on espère. D'accord ? Il va falloir vérifier quelles sont les conditions pour que cette espérance ne soit pas une illusion. Mais on va dire que l'avantage, c'est que même si c'est pas au bénéfice, finalement, comme ils s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont débarquants dans le monde, c'est tout bénef, quoi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'avant qu'un enfant dise vraiment c'est la catastrophe ce truc, la plupart du temps, il faut qu'il soit devenu ou jeune ou adulte et qu'il ait commencé une psychothérapie pour s'avérer que finalement, on lui raconte depuis le début que c'est à son bénéfice, mais c'était pas du tout à son bénéfice, parce que finalement toute la famille était structurée sur lui comme bouc émissaire et pas du tout à son bénéfice, mais au bénéfice de tous les autres. D'accord ? C'est au bénéfice de l'autre, son frère, mais pas lui. Sauf que ça, il n'était pas question qu'il voit, évidemment. Donc finalement, on va voir que la famille, c'est beaucoup moins cool dans le réel, on le sait, ça rapporte beaucoup d'argent aux psychologues. Donc c'est beaucoup moins cool dans le réel que ce qu'on pensait. Et ça, merci Monsieur Freud, il nous l'a au moins fait savoir, même si certaines de ses analyses, de ses interprétations sont tout à fait discutables. En tout cas, de nous faire savoir que la relation parent-enfant et globalement ce qui se passait dans la famille, ça pouvait être autant l'horreur que des choses merveilleuses, c'est vrai. Voilà. C'est dur de se l'avouer, parce que du coup, on est culpabilisé, tout ce qu'on voudra, mais on s'en fiche de la culpabilité, c'est vrai. Et donc, on voit bien que, normalement, le bénéfice de cette coexistence fraternelle dans la fratrie, c'est au bénéfice de tous. Alors, je vous disais, c'est vrai qu'on voit bien que c'est pas si simple, et le moment dans lequel on le voit dans beaucoup de nos familles, c'est l'héritage. Hein ? L'héritage est quand même un moment, si on laisse l'héritage comme un moment de libre parole, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'évidemment, dans les civilisations, on s'est bien débrouillé pour faire taire tout le monde à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a que l'aîné qui hérite. Enfin, vous voyez, les lois collectives, dans les tribales, ont pour but essentiellement de faire fermer leur bouche, et je reste poli, à l'ensemble des protagonistes du problème. Ce qui montre bien que si les lois doivent décider comment on hérite, c'est bien qu'il ne faut pas que ça soit lié à la discussion. D'accord ? Le problème, c'est que dans le monde contemporain, on a dit, ça serait bien que chacun dise ce qu'il en pense. Et là, on voit ce que chacun en pense. Et c'est globalement, on va pas faire des statistiques, mais c'est globalement assez problématique ce que chacun en pense. Et on découvre que bizarrement, ça avait l'air de se passer jusque-là, mais c'est le dossier là, parce qu'on a tous des dossiers sur chacun des gens qu'on a croisés dans son existence, de manière répétitive, et les problèmes qu'on a avec eux. Et c'est très bizarre, ils sont très constitués au moment où, vous voyez, et là, on voit tout d'un coup des dossiers qui fait que, oui, depuis que je suis petit, déjà tu me piquais mon biberon. Enfin, et donc maintenant, la commode de la grand-mère, c'est moi qui ai le droit de l'avoir, et toi, dégage, tu m'as assez bouffé l'existence. Enfin, c'est dit de manière très polie dans les familles polies, hein. Mais le réel et le fond du réel, c'est ça. C'est des fois d'une violence sur de l'argent, quand c'est pas sur, je sais pas trop quoi, un bout de chiffon sur lequel tout le monde a jeté son dévolu parce que le grand-père est amoureux du bout de chiffon, quoi. Ou qu'au contraire, il le détestait, que nous, présentement, on a tout transféré sur le bout de chiffon. Donc concrètement, c'est très bizarre et on voit des trucs, soyons honnêtes, un petit peu pathologiques. C'est pas toujours très beau ce qui se passe à ce moment-là. Et on voit bien d'ailleurs que du dehors, moi mes parents ne sont pas encore décédés, donc je pense que ça va se passer la même chose. D'ailleurs, les discussions qu'on a annoncent que ça risque de se passer la même chose. Non, sérieux. Et qu'on a beau essayer d'éviter à l'avance en se disant, tu vois, finalement c'est assez compliqué parce que c'est comme si on n'avait pas tellement envie de régler les problèmes avant d'ailleurs. Et donc, il faudrait voir d'ailleurs, peut-être que c'est un grand moment de outing communautaire, vous voyez, où finalement l'héritage est un moyen de traitement de psychothérapie collective, pourquoi pas ? Puisqu'à travers les objets transitionnels, tout le monde se met sur la figure, ou au contraire, on découvre les alliances, pourquoi pas, hein ? Peut-être qu'il faudrait à ce moment-là avoir un petit accompagnement, et on essaie de faire bénéficier un premier temps où on déballe le truc, puis après ça, vous avez quelqu'un qui vous aide à repérer la cartographie des blessures, pourquoi pas ? Peut-être que ça se passerait très bien. Peut-être que ce serait une manière merveilleuse de transformer les moments douloureux d'héritage en moments de transformation familiale. Il faudrait vendre ça. Mais je suis sûr que c'est un moment, en tout cas, très, très symptomatique. Voilà. Et là, on voit bien que la coexistence au bénéfice de chacun, de manière un petit peu près répartie selon les besoins de chacun, en tout cas, au dire du vécu des individus, c'est pas tout à fait ça. Parce que ceux qui disent qu'eux, ils ont été très heureux de ce qui s'est passé, c'est ceux qui allaient dire, oui, parce que c'est toi qui as tiré toutes les couvertures à toi. Ça existe, heureusement, les familles où tout le monde, il est vraiment complètement heureux de tout ce qui s'est passé. Mais c'est très... Enfin, moi, je pensais que c'était rare, et je me suis aperçu que c'était très, très, très rare. Parce que des fois, on ne dit rien parce que c'est encore l'honneur de la famille qui est en jeu.
Il faudrait quand même pas qu'on ait l'air de se taper sur la figure, mais on n'en pense pas moins. Donc on enterre le truc, et dès qu'on peut, finalement, inconsciemment, on se liquide pas les uns les autres, mais c'est pas loin. Parce qu'évidemment, on le sait bien depuis Caïn et Abel que le fratricide, c'est quand même une problématique de base assez ancienne, non? C'était même pas sur un héritage, c'était juste sur de la jalousie basique. Alors, un pas plus loin, on peut se dire, oui, la difficulté de la fratrie, c'est que c'est trop proche, trop loin. Trop proche parce que pendant des années, on ne peut pas éviter ces gens-là qui sont là tout le temps. Et trop loin parce que, comme précisément, on ne les a pas apprivoisés à partir de la distance, finalement, on ne sait pas très bien qui c'est ces gens. Vous voyez ? Donc, parce qu'ils ont été très proches, finalement, ils sont souvent plus loin. Pas tous. On peut avoir. Et même, on le sait bien, ça fait partie des déceptions dont on ne parle pas trop parce qu'on vous explique que ça fait partie de l'âge adulte. Mais il y a des déceptions cruelles qu'on peut garder dans son cœur extrêmement longtemps, d'avoir eu un frère ou une sœur avec qui on s'est très bien entendu jusqu'à ce qu'il se marie, quitte la maison. Et ça pose cette question qui a été posée par quelqu'un qui est dans une mauvaise posture, qui était donc Caïn. Suis-je responsable de mon frère ? Parce qu'évidemment, il y a cette question aussi derrière. Moi, je travaille régulièrement tous les ans. L'Office chrétien des handicapés organise une journée pour les frères et les sœurs, donc qui ont des frères ou des sœurs, ou handicapés, ou malades mentales. En France, les frères et les sœurs de personnes ayant des frères et des sœurs handicapés ou malades mentales, c'est des centaines de milliers. Je sais qu'il existe le même type de proposition dans le monde laïque, dans le monde médical. Mais dans un cas comme dans un autre, il y a extrêmement peu de monde qui se retrouve dans ces réunions. Ce qui montre bien que le rapport au frère ou à la sœur handicapé ou malade ou déséquilibré profond, vous voyez, parce que la dépression chronique, ça en fait partie de ça, c'est enterré. C'est très impressionnant. On voit ça d'ailleurs, vous savez, le jour du mariage, où finalement c'est le jour du mariage qu'on découvre qu'il avait un frère ou qu'il avait une sœur, ou qu'elle avait un frère ou une sœur qui était handicapé, mais on n'osait pas parler. Il faut deviner d'ailleurs que c'est le frère ou la sœur le jour du mariage. Je caricature un peu, hein, mais voilà. Donc là, c'est un moment symptomatique de la fratrie, où on voit bien que c'est extraordinairement. Là, on voit que c'est complexe, puisqu'on voit que ça pose problème. Et que les rapports, finalement, ne sont pas simples. Parce que la vie de l'autre, elle empiète toujours sur la mienne. Et ma vie, elle empiète sur la vie de l'autre. Donc finalement, il y a une espèce de mélange des existences qui n'est pas du tout simple à démêler, notamment sur le plan de la responsabilité. C'est vrai, d'ailleurs, c'est le problème de l'héritage. Qui est responsable de quoi dans ce souk apparent ? C'était la faute à qui ? Est-ce que c'était la faute à quelqu'un, d'ailleurs ? Alors vous avez ceux qui pensent que c'était plutôt la faute du père, ceux qui pensent que c'était plutôt la faute de la mère, et ceux qui pensent que c'était de toute façon la faute de l'autre, quoi, principalement. C'est assez rare, d'ailleurs, qu'il y en ait un qui pense que c'est sa faute à lui. Et donc, il y a là, c'est la question qu'il y a derrière, hein, parce que la fratrie, c'est pas seulement un phénomène vital, c'est aussi un phénomène à assumer personnellement dans la durée, et donc la question, c'est ai-je une responsabilité ? Est-ce que parce que c'est mon frère et c'est ma sœur, je dois tout lui passer chaque fois qu'il vient me demander de l'argent, même quand il a 45 ans ou 50 ans ? Ou est-ce qu'au contraire, parce que c'est mon frère ou c'est ma sœur, il est hors de question que je l'aide parce que ça serait malsain ? Question importante. Est-ce que j'ai un devoir d'assistance ? On en a vis-à-vis de ses parents. C'est vrai, hein, on a un devoir d'assistance de ses parents, ça fait partie de la loi. On n'a pas de devoir d'assistance légale envers ses frères et sœurs, je ne crois pas. Donc c'est encore plus clair, la question est encore plus claire. D'autant plus que les frères et les sœurs, sauf quand ils ont joué un rôle de substitut paternel, ça peut exister, hein, qu'un frère aîné ou une sœur aînée était vraiment comme un papa ou une maman en l'absence, enfin dans le cas d'un décès ou d'une séparation. Mais c'est une vraie question. Est-ce que je dois quelque chose à mes frères et sœurs ? Enfin, oui. Mes parents, c'est difficile de dire que je ne leur dois pas quelque chose. Je ne leur dois pas tout à fait la vie, mais enfin, je leur dois au moins d'avoir posé un acte plus ou moins conscient et responsable, mais qui fait que je suis apparu. Alors, je peux considérer que c'est la tuile que je sois à Paris qu'il aurait mieux valu que je n'existe pas, mais en attendant, en tout cas, si je leur dois ce malheur, je le leur dois, et si je leur dois ce bonheur, je le leur dois. Mais en tout cas, le fait, je le leur dois. Même si ce n'est pas de manière intégrale. Mes frères et mes sœurs, est-ce que je leur dois quelque chose ? Alors, ensuite, si je passe à un deuxième niveau, j'essaie donc d'analyser, là, c'était plutôt dans l'ordre du constat. Finalement, les frères et les sœurs, c'est ceux avec qui je partage une partie de moi-même. Ou bien que génétiquement, ou bien existentiellement. Vous voyez, ou bien l'un et l'autre, ou bien l'un ou l'autre. Et de toute façon, je partage quelque chose de moi-même.
Et c'est très étonnant. Dans un cas, je partage une partie de moi parce que, encore une fois, je vous disais, je suis composé du même, enfin oui, des mêmes deux configurations génétiques originelles. Je ne sais pas comment le dire de manière plus philosophique, hein, mais qu'il y a un profil physico-psychique, on va dire ça comme ça. Je ne peux pas avoir un profil physico-psychique qui ne faisait pas partie des possibilités du mélange des deux ADN de mes parents. C'est pas possible. Vous voyez, je veux dire, donc vous avez un catalogue, enfin il n'y a même pas de catalogue d'ailleurs, parce qu'on ne m'a pas demandé dans le catalogue de la Redoute, qui est la composition possible de l'ADN de mes parents, lequel je préférais. Mais ce qui est clair, et alors c'est très bizarre, parce que des fois c'est très proche, jusqu'aux jumeaux, des fois on se dit, mais ce type, ça peut pas être, c'est ou mon père ou ma mère qui a fauté, mais c'est pas possible. Quand c'est mon père, normalement, je le sais. Mais quand c'est ma mère, voilà. Et donc, et même quand on voit son demi-frère, des fois, on ressemble plus à ce demi-frère qu'on ressemble à ses propres frères ou sœurs. Et donc, c'est très spécial. Et donc, c'est pas facile d'admettre que le réel m'impose une relation de similitude partielle, et donc de parenté. De tempérament et souvent aussi de parenté comportementale. Il n'y a pas que l'éducation qui fait la parenté comportementale. Ne serait-ce que parce qu'on a la même couleur de peau. C'est pas rien. On est issu du même mélange. Alors pas toujours, hein, parce qu'on peut avoir un frère ou une sœur, on peut avoir un frère métis, un frère noir et un frère non. Enfin ça dépend si c'est le père ou la mère. Un frère blanc. Enfin, pas les deux, hein. Selon XX ou XY, mais c'est que ça peut être, effectivement, ça peut être. Il y a un très beau film d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom là, anglais, là-dessus, sur une fille qui ne veut pas admettre, ou c'est la mère qui veut. Non, c'est la fille qui tout d'un coup voit débarquer sa sœur. Elle est blanche de chez blanche, et elle est noire de chez noire. Et elle dit, c'est pas possible que tu sois ma sœur. Le choc tout d'un coup. C'est génétiquement possible. Effectivement, ça ne doit pas être rien comme expérience à vivre. Enfin, quand on n'a pas été préparé, vous voyez que c'est à 25 ans, je crois, dans le film, il débarque et vous dit, je suis ta sœur. Donc on voit bien, c'est une partie de moi. Et dans ce film est très, très, très merveilleux dans la manière de montrer ça. Je peux pas faire abstraction de ça. Et donc, comment être différent en assumant le semblable? Alors, jusqu'au bout, c'est le jumeau. C'est bien dans le cas du jumeau, c'est pas simple d'être vraiment différent. Des fois, c'est un drame de ne pas arriver à l'être, des fois, c'est très confortable de ne pas arriver à l'être. Et les jumeaux oscillent toujours entre les deux, entre le confort de ne pas être différent. Parce que c'est bien d'être le même à deux. Ça a des avantages, on partage des responsabilités. Mais ça peut être aussi extrêmement difficile d'essayer d'être différent quand la similitude vous colle à la peau, c'est le cas de dire. Et ça, c'est intéressant parce que, d'une manière plus large, ça aide à prendre conscience qu'on est tous parents. Vous savez, on vient, biologiquement, là je fais une petite discussion, je ne suis pas scientifique, hein, mais je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais aujourd'hui on est de plus en plus à s'apercevoir qu'il y ait des chances que qu'il y ait vraiment un couple, ou quelque chose d'originel qui soit du même type d'ADN. Et il me disait très récemment, on a trouvé pas loin de la faille éthiopienne, je crois, une tribu dans laquelle précisément, par le biais de l'informatique, on arrive à s'approcher d'un ADN initial qui expliquerait toute une partie, vous voyez, on est 6 milliards, hein, donc on n'a pas fait un test sur tous les 6 milliards, mais qui permettent, dont on pourrait rendre compte de la composition des ADN d'aujourd'hui à partir de celui-là. Voilà. Mais c'est vrai, même si après ça, scientifiquement, il faut le montrer, il suffit de faire un arbre généalogique rigoureux et vous apercevez que votre arbre, il est inséparable des autres arbres, qu'à la fin, c'est une forêt. J'aime bien les arbres idéologiques, parce que c'est des arbres idéologiques, les arbres généalogiques. D'accord? Alors bien sûr, vous pouvez montrer les deux ancêtres dont descendent tous les descendants, parce que c'est comme ça qu'on les fait. Mais ça veut dire que vous avez satellisé toutes les pièces rapportées, ce qui est malhonnête. Donc dès que vous rajoutez quelqu'un, il faut que son arbre arrive avec, non? Donc je vous dis, vous n'avez plus qu'une forêt après. Et vous avez des arbres qui sont bouturés les uns sur les autres. Donc c'est même pas une forêt, c'est un treillis. Non mais sérieux, c'est ça l'humanité, c'est un vrai treillis. C'est qu'une métaphore pour dire ce qui est existentiellement réel. Et c'est très bizarre. Et nous qui sommes
comprenez bien les enfants de Descartes avec un ego et une conscience libre qui prend tellement de place du point de vue de notre représentation, qu'évidemment on a complètement annulé ça. On fait partie d'un treillis vital. Bizarre. Donc on est dans une part essentielle de notre être qui est notre corps, complètement maillé dans l'interdépendance. C'est ce dont les Africains ont une conscience extrêmement aiguë. C'est ce dont nous avons complètement annulé de la conscience. Peut-être que chez eux, elle est excessive, mais chez nous, en tout cas, elle est clairement totalement en dessous du réel. Enfin, gravement, je dirais même en dessous du réel. Et d'ailleurs, elles nous rendent surresponsables avec une idée de comme si nous étions autocréateurs de notre personne et de notre destin, qui est tout simplement pathétique et ridicule, mais bon, on a du mal à s'en sortir. Et donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, si je regarde plus le partage d'existence, le partage de quelque chose de moi-même dans l'ordre de la vie commune, je vois bien que là aussi, c'est très variable, c'est très étonnant que là, vous voyez, l'un n'est pas structurellement dépendant de l'autre, sauf qu'il y a peut-être une mimésis, mais qu'en tout cas, c'est vrai que dans le vécu familial, les similitudes et les différences ne sont pas du tout égales. De la même manière que je peux ressembler plus à mon demi-frère qu'à mon propre frère, pour la même histoire familiale, il y en a qui peuvent l'avoir vécu de manière complètement traumatisante et d'autres de manière tout à fait fortifiante. Les autres peuvent avoir dit c'était merveilleux ce jour-là, sauf que l'autre c'était le pire jour de sa vie. Et donc, comment dire ça? Vous voyez, les vécus, on voit bien, le vécu familial, quand on commence à ouvrir la bouche, il est différent. Alors, il est moins différent entre un époux, enfin entre un père et une mère, parce que malgré tout, il y a un minimum de verbalisation et un partage du vécu, vous voyez, assumé quoi. Mais chez les enfants, si. La même journée peut avoir été vécue comme une journée ennuyeuse ou radieuse, lumineuse ou sinistre. Ça dépend si on aimait ce qu'on avait à manger, si la grand-mère est celle qu'on aime bien ou qu'on déteste, si elle nous aime pas, et d'ailleurs ça va plomber toute la journée, enfin tout ce qu'on voudra. Si c'était la victoire de mon frère contre moi, ou au contraire, un jour de réconciliation, ça dépend des ambiances. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs, on le sait bien, le cinéma s'amuse bien avec ça, le roman aussi, c'est impossible de raconter une journée de famille de manière homogène. Du style, nous sommes allés pique-niquer ensemble, le soleil était beau, tout le monde était content. Ça, c'est ridicule. Si tu demandes la vie de chacun, tu verras qu'il y a 15 histoires, quoi. Et donc, c'est pas rien que d'avoir ce vécu commun complètement inégal et irrégulier dans les bénéfices que chacun a tirés. C'est bizarre comme truc. Et qu'il n'y a pas de moyen légaux de rétablir ça. Et donc, vous voyez bien se profiler cette expérience de l'interdépendance incontrôlable. Et qui, c'est pas l'interdépendance qui nous fabrique, mais l'interdépendance dans laquelle nous sommes fabriqués. Parce que c'est quand même là-dedans qu'on est fabriqué. Enfin, vous voyez, c'est pas ça qui détermine ce qu'on est, mais c'est au milieu de ça qu'on grandit. On voit bien d'ailleurs que je le prends par contraste. Ceux qui n'ont pas vécu avec nous, vous savez, c'est ces fameuses histoires, comme Oedipe d'ailleurs, où parce qu'on n'a pas vécu avec les membres de sa famille, on est susceptible de les rencontrer comme des étrangers. Ça existe d'ailleurs de temps en temps aussi. On peut avoir un demi-frère ou une demi-sœur qui est disparu à l'autre bout du monde avec mon père ou avec ma mère et que je redécouvre 10 ans ou 20 ans plus tard. Où on finit par apprendre qu'on a un demi-frère ou une demi-sœur. Et donc c'est très étonnant à ce moment-là le fait qu'on l'accueille comme un étranger et qu'on essaye, je pense à des cas très concrets, où on essaie précisément d'identifier en quoi il est mon frère ou ma sœur. C'est très étonnant la recherche d'identification de la similitude pour situer aussi l'altérité. Ce qui montre bien que la relation fraternelle, elle est aussi très quelque chose qui fait partie de la relation humaine. C'est qu'on est toujours en train de chercher les similitudes, les dissimilitudes. Qu'est-ce qui me rapproche de l'autre, qu'est-ce qui ne me rapproche pas de l'autre? Qu'est-ce qui m'est plutôt positif ou qu'est-ce qui m'est plutôt négatif? Et finalement, si on est très honnête, on met du temps avant d'être intéressé par la différence qui n'est pas à mon avantage. Parce que la différence qui est à mon avantage, ça s'appelle la complémentarité.
D'accord ? Moi, je suis très content de rencontrer des gens différents, surtout s'ils peuvent m'aider là où je ne suis pas compétent. Mais les gens qui sont différents, c'est-à-dire auxquels ils sont tellement différents que je n'y comprends rien. De toute façon, leur différence, je ne vois pas à quoi elle peut me servir. Elle n'est même pas attractive. Ben, ceux-là, vous n'avez même pas vu qu'ils existaient, donc de toute façon, ils ne vous intéressent pas. Hein. Ils sont rangés parmi des gens qui existent. Mais je ne suis pas intéressé. Comment vous voulez que je m'intéresse par quelque chose m'intéresse à quelque chose qui ne m'attire pas? Alors si ça me tombe dessus. Oui. Ça peut être d'ailleurs un frère ou une sœur. Comme tel, dans la vie normale, jamais je me serais intéressé à quelqu'un comme ça. Mais là, j'ai pas eu le choix, parce que de toute façon, il mangeait dans mon assiette. Donc, fallait bien. Hein. Il m'envoyait sa purée à la figure. Donc, c'est très étonnant de voir que comment dire ça, il y a un jeu mystérieux dans les relations humaines, on va y revenir, hein, entre la similitude qui nous rassure et qui peut nous enfermer, et la dissimilitude qui nous attire mais qui peut nous inquiéter. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de la relation fraternelle au-delà de la famille, finalement, avec toute personne, sous ce rapport-là. Alors on peut dire, mais oui, c'est parce qu'on a tellement été fabriqué par la relation frère-sœur qu'on la projette partout. Non, c'est parce que la relation frère-sœur, elle est vraiment le premier lieu où j'apprends la relation aux autres. Et j'apprends la relation aux semblables et aux différents. C'est le terrain, c'est le laboratoire de l'apprentissage de la relation à mes égaux. Parce que mes parents ne sont pas mes égaux. Donc la fratrice, c'est le laboratoire de l'apprentissage de la relation sociale, lorsqu'elle a au niveau de l'égalité. Et donc on voit bien que le grand défi, là-dedans, sur cette base-là, c'est d'assumer la similitude, qui est corporelle, alors corporelle aussi bien génétiquement que sur la base de la vie corporelle. Hein. Ce que j'appelle corporelle dans ces cas-là, c'est la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Parce qu'il n'y a pas le choix entre 25 000 petits déjeuners, enfin bien qu'on ait fait beaucoup de progrès aujourd'hui, mais enfin, malgré tout, on ne m'a pas donné le choix de ma langue. Quoi. Moi, j'aurais bien aimé apprendre le coréen, que mes parents m'apprennent le coréen plutôt que le français, parce que cette langue est détestable. Ou que le chinois est une langue d'avenir, mais manque de chance, on a tous appris la même langue. Quoi. Et donc, on voit bien qu'il faut assumer la similitude, et accepter la proximité dans laquelle elle nous a mis, non réversiblement, les uns proches des autres, pour mieux situer l'altérité qui est la nôtre. Voilà. Et on observe d'ailleurs que plus on nie la similitude fraternelle, moins on arrive à s'intéresser à eux comme des autres. Je vous prenais l'exemple de la personne handicapée. Parce qu'évidemment, assumer la similitude avec la personne handicapée, c'est accepter que vous auriez pu l'être. Évidemment. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont mis leur frère ou leur sœur handicapé ou malade mental à l'autre bout du monde. Pour pas que ça leur rappelle que c'est génétiquement à partir du même composé. Donc la faille, elle était là, quoi. Sauf qu'elle n'est pas tombée sur toi. Et que si ça se trouve, même ce qui a provoqué, dans la composition de cette faille, elle est peut-être aussi en toi. Parce qu'il n'y a pas. Et donc on voit bien, c'est pour ça que des fois, et bien là on voit c'est typiquement, on ne peut pas prendre comme un autre. Et moi je me souviens très bien de cette jeune fille disant, 14 ans, disant à un moment donné j'avais honte que ça soit ma sœur. Et puis il m'a fallu du temps pour que je découvre, il m'a fallu vraiment vraiment beaucoup de temps pour que je découvre qu'au fond elle était ma sœur au-delà du fait qu'elle était handicapée. Et qu'en plus elle était vraiment mon aînée. Alors, oui, 14 ans, on dit mais il t'a fallu combien de temps? C'était long, il m'a fallu 6 mois. Et à ce moment-là, il y avait une dame, 75 ans, qui dit, tu vois, moi, ça fait 45 ans que j'essaye. Pour dire que c'est... Passage à l'altérité, accepter la similitude. Bon, là, vous voyez, là, le trait est mis, mais on voit bien que c'est une vraie question, d'assumer la similitude. C'est d'ailleurs, je pense, la vraie manière d'assumer sa famille. D'accord ? Parce que faut-il que j'accepte d'avoir les parents que j'ai eus? Oui, sauf qu'il y a une petite partie peut-être de la construction de ma personne qui doit se faire dans le refus de ce que j'ai reçu d'eux. Parce que peut-être que c'est destructeur, vous voyez. Mais assumer la similitude, c'est pas une base morale. Vous voyez, c'est pas une base morale. La similitude, c'est un fait qui n'est pas de l'ordre. Ça n'a pas été l'outil de quelque chose, la similitude. Parce que la similitude réelle, c'est autre chose que les mœurs familiales, l'honneur de la famille, les traditions, les coutumes, vous voyez, tous ces trucs-là, qui sont des choses
tout à fait honorable et tout à fait déshonorable. Ça dépend, et les mêmes d'ailleurs selon la manière dont on s'en sert. Et encore une fois, je pense que la base, c'est ça. C'est alors la similitude qui n'est pas simplement physique, mais qui est corporelle au sens large. On a vécu les mêmes choses. On ne les a pas vécues pareil, par contre. Ça ne nous a pas façonné dans notre identité, mais ça a fait partie des choses à travers lesquelles on a façonné son caractère. Parce que l'identité, on ne la façonne pas, on la reçoit. Voilà, et donc, pour moi, l'étape d'après, c'est de dire, au fond, la fratrie est un lieu d'expérience d'une interdépendance de fait extrêmement aiguë et d'une interdépendance dans la corresponsabilité. Vous voyez, je peux comment dire ça? Dans le cas des parents, on est dans l'interdépendance, mais pas dans dans une corresponsabilité progressive, mais dissymétrique, complètement dissymétrique. Vous ne pouvez pas demander à un enfant d'assumer si, à sa manière à lui, c'est-à-dire de coopérer à ce qu'on lui demande de faire. Alors que là, on est dans l'expérience d'une interdépendance qui réclame une corresponsabilité à égalité. Enfin, il y a des différences de génération, mais voilà, on sent bien que c'est fondamentalement à égalité. Et c'est intéressant ça, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'élémentaire dans la vocation humaine et dans la relation à autrui qui passe par cette acceptation qui est normalement vécu dans le cadre de la communauté politique ou dans la communauté d'entreprise, de co-responsabilité dans l'égalité. Et on comprend bien que si la co-responsabilité dissymétrique de la filiation m'a aidé à grandir en m'appuyant sur un plus grand que moi, et que ça fait partie d'ailleurs du passage à l'âge adulte, que de trier de ce que j'ai reçu, enfin de piger un peu ce en quoi l'obéissance m'a été bénéfique, là où l'obéissance m'a permis de me servir d'une intelligence plus grande que la mienne, et là où l'obéissance m'a aliéné, parce qu'elle peut aussi m'avoir aliéné et m'avoir évité de comprendre quoi que ce soit, parce que de toute façon c'était ferme ta bouche et obéis. Ou dont la non-obéissance m'a déstructuré. Enfin, ouais, je peux pas dire ça. Il y a un moment donné, il faut bien que je fasse un bilan là-dessus sur le mode de coopération où je me suis servi de ceux qui étaient un peu en avance, est-ce qu'ils ont su m'aider, voilà. Tout simplement pour compléter, parce que là où j'ai pas eu d'aînés dans certains terrains, peut-être que je peux encore les trouver, même à 60 ans. Hein. Si votre père était nul en tennis et qu'il a prétendu vous apprendre en vous apprenant à mal tenir votre raquette, ça se rééduque. C'est plus difficile après 50 ans, hein, la rééducation, sur les tares antérieurs. Jusqu'à 50 ans, on peut y aller. Après, ce qu'on n'a pas vu, laisse tomber, ça ne bougera plus. Alors, on peut sanctifier dans l'acceptation de ce qui ne bougera plus. Enfin, il y a des choses, d'ailleurs, avant, elles ne bougent déjà plus. Mais je veux dire, c'est qu'à 50, il y a presque tout qui ne bouge plus. De ce côté-là, hein. Spirituellement, dans l'abandon et tout ça. Mais c'est vrai, il y a une espèce de rigidification. C'est comme du caoutchouc, si vous voulez. Comme le corps, d'ailleurs, il y a un moment donné, tu as beau faire, tu as beau mettre de l'huile et tout ce que tu voudras, aller dans le service qui te préservera ton pied. À un moment donné, il n'y a rien à faire, ça s'use, quoi. Tu peux ralentir l'usure, c'est comme la voiture, on peut la sortir ou bien vous l'avez jamais sortie, la voiture, là, évidemment, mais il n'y a rien à faire, ça s'use quand même rien qu'à rien faire. Ben, c'est la même chose du côté des dysfonctionnements psychiques. Parce qu'en plus, c'est là où ça grippe, vous voyez, je veux dire, donc le truc, ça s'use un peu plus vite qu'ailleurs, en plus. Donc on est plus vite psychorigide dans les endroits fêlés que dans les autres. Mais je vous dis, c'est pas grave à la fin, parce que on peut toujours grandir dans l'abandon intérieur. Et donc, il y a là, précisément, c'est intéressant de voir que ça, c'est le bilan, je dirais vertical, mais il y a non pas un bilan, mais il y a une prise de conscience horizontale sur le fait que l'humanité, elle est beaucoup plus profondément structurante dans la durée par la corresponsabilité que par la responsabilité verticale. Sauf si c'est relayé par la sagesse religieuse, mais ça c'est autre chose. Le fait que, par exemple, au bout d'un instant, la seule manière de se libérer de l'obéissance aux parents, c'est de comprendre qu'il y a une sagesse qui est une sagesse qui me dépasse complètement, qui est celle qui est inscrite dans la création, même si je ne crois pas en Dieu, et que c'est cette sagesse inscrite dans la création en grand et qui dépasse complètement les opinions qu'ont pu me véhiculer mes parents, auxquelles j'obéis. C'est Thomas d'Aquin qui dit la seule chose auquel on obéit, c'est la vérité, c'est-à-dire la réalité des faits. Ce que savent tous les chefs d'entreprise et les artisans d'ailleurs, que finalement accepter, apprendre à obéir. L'obéissance à des personnes humaines n'a pour but finalement que de m'apprendre à obéir au réel, c'est-à-dire à m'en servir intelligemment à partir de ce qu'il est, sur la base de ce que je suis. C'est d'ailleurs la vraie manière d'entrer dans une obéissance à la sagesse divine. Là, présentement, je suis dans autre chose. Je ne suis pas dans un rapport d'obéissance. Je suis dans un rapport de co-responsabilité, d'acceptation d'une interdépendance non choisie pour une co-responsabilité choisie.
Donc c'est extrêmement formateur ça. Ça m'a fait savoir que je peux pas... Oui, je peux modifier des choses dans l'interdépendance, mais pas plus que ça. Si pendant 20 ans, mon frère m'a bouffé mon ombre, enfin oui, je prenais ça complètement, il s'est mis en train de mon soleil. Oui, j'ai manqué de soleil, quoi. Alors bien sûr, je peux après ça me mettre au soleil tout le reste de ma vie, mais enfin, ça m'a manqué le soleil, là. Et définitivement, dans ma mémoire, est marqué le fait qu'il m'a manqué de soleil de 0 à 20 ans. Au sens psychologique, bien sûr. Hein. Chaque fois que j'ai une petite copine, il me l'a piqué. Ça reste, hein. Même si finalement j'ai épousé une femme merveilleuse. Dans le rapport à lui, voilà. Et donc concrètement, il y a des interdépendances négatives, il y a des interdépendances positives. Il y a des choses que j'ai compris grâce à tel frère ou grâce à telle sœur. Et donc, je peux me libérer d'interdépendances négatives, partiellement, mais je ne peux pas les nier, ces interdépendances. Celles qui ont existé, celles qui existent toujours. En tout cas, je vous dis, c'est interdépendance dans la similitude, c'est-à-dire que j'ai beau dire ce que je veux, ce que vit mon frère ou ce que vit ma sœur, ça ne peut pas ne pas m'affecter. Je peux, par insensibilité de surface, l'enterrer, mais ce n'est pas possible. À cause de la similitude, et pas qu'à cause de la mémoire. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui partage quelque chose de moi-même, qui vit ce qu'il vit. Ça ne peut pas entrer en relation avec ce que je vis. À quel degré et jusqu'où, ça c'est mon travail. Mais je ne peux pas ne pas entrer en relation. Comme d'ailleurs quelqu'un qui fait partie de la même entreprise que vous, qui fait partie du même club que vous. Enfin, vous voyez, je veux dire, toute relation instaurée ou toute relation existant de fait instaure des interdépendances. Ce que ça me révèle aussi, c'est que, comment dire ça, le champ de ma liberté et le champ de l'inventivité est beaucoup plus grand dans la fraternité que dans la filiation ou la parentalité. C'est très étonnant. Même les parents merveilleux qui en sont à leur 6e enfant et qui ont appris progressivement de l'un sur l'autre, leur marge de manœuvre est limitée. Simplement parce que, comment dire ça, la dissymétrie, et pas qu'à l'avantage des parents. Vous voyez bien, comme frères et sœurs, des fois on pige mieux ses frères et sœurs que nos propres parents les comprennent. C'est très bizarre ça. Parce que le fait que les parents soient à un âge où ils sont censés comprendre et en fait ne comprennent pas, eh ben, ça fait dysfonctionner la relation. Alors que moi, j'ai un frère qui a un an de plus que moi je ne comprends pas grand-chose, mais lui ne comprend pas grand-chose non plus, donc c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, je peux dire ça. La croissance commune, parallèle, relativement parallèle, dans l'apprentissage de l'existence, crée des facilités de compréhension que la relation verticale rend complexe. Des fois, les enfants ne comprennent rien qui c'est ces parents-là, qui ont vécu dans un monde. Moi, je me souviens très bien une fois des enfants qui me disaient, des jeunes qui me disaient, mais quand vous nous racontez les années 70, nous on comprend, mais rien, comment ça se fait que nos parents qui ont vécu ces années telles que vous nous les racontez soient si durs? Comment ça se fait? Ils devraient être euphoriques, baba cool, super tranquilles. Ils sont stressés, agressifs, psychorigides. Et eux nous disent que c'est leurs parents qui étaient comme ça. Et nous, quand on va voir grand-père, il est beaucoup plus cool. Comment ça se fait? Eux disaient que leurs parents, c'était des vieux cons. Alors nous, c'est pas des vieux cons, mais ils sont juste quand même vachement rigides. Pas rigides moralement, mais ils sont psychorigides. C'est très bizarre, parce que c'est vrai, reconnaissons, nous, les années 70, on a des légères crispations un petit peu paralysées. Vous voyez, le monde dans lequel on est, parce que ça correspond tellement pas à ce qu'on attendait, qu'on est un petit peu bloqué sur ce genre de choses. Pas sur le plan moral, mais sur le plan comportemental, parce qu'on a du mal à admettre tout simplement que le monde qu'on espérait, il n'existera jamais, tout bêtement. Voilà. Donc on n'en finit plus de faire le deuil, ça nous rend un peu psychorigide. Mais c'est pour dire que, voilà, c'est pas qu'un avantage d'avoir de l'avance cognitive ou d'avoir de l'avance générationnelle, ça peut aussi être un inconvénient. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est sur le plan précisément de la fratrie. Là, il y a une modalité d'intelligence collective, de marge d'initiative, de possibilité. Alors, bien sûr que c'est plus difficile une fois que, si on n'a pas déjà été un peu inventif du temps où on était ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, voilà, au moment de l'héritage, ça commence à être un peu tard. Bien que, moi je vois des gens qui s'en sortent bien. Hein. Il suffit d'un peu d'est que 2 ou 3, enfin ça dépend de la nombre qu'on est dans la fratrie, hein. Mais on peut encore mettre de l'huile à ce moment-là. C'est déjà plus difficile, mais... Et donc c'est très intéressant, je trouve, de voir comment est-ce que cette interdépendance, si elle est vécue intelligemment, peut donner lieu à de l'intelligence collective, à de l'entraide, à de la solidarité extrêmement fructueuse, quoi.
Et vous comprenez bien que ça n'annule pas ce que je vous ai dit, parce qu'il peut exister les deux. Il peut y avoir deux ou trois de nos frères avec lesquels ça fonctionne super bien et c'est incroyable, ça s'est transformé en une amitié. Et d'autres, voilà, et on se dit toujours, mais est-ce qu'on a raté un truc ou est-ce que des fois non, c'est aussi l'autre qui s'est crispé sur la part du petit malheur qu'il avait, sauf qu'il en a fait une montagne, il s'est enfermé dedans, il s'est coupé de tous les autres. C'est dommage, c'est un peu disproportionné. C'est pas nécessairement ceux qui vont bien qui sont la cause de ceux qui vont pas bien. Hein. Faut pas non plus exagérer. Voilà, et donc je trouve que ça, c'est très intéressant. Alors, c'est d'autant plus intéressant que dans le monde contemporain, vous avez compris, le grand enjeu de la mondialisation, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'aînés là. C'est qui les hommes providentiels? Ils sont où les De Gaulle, les Churchill, les je sais pas trop quoi, les Kennedy, les Karl Wojtyla? Il n'y en a plus, c'est fini. Hein. Même on voit bien, Benoît XVI, comprenez bien, même si j'ai un grand respect pour Benoît XVI, n'a pas la figure de Jean-Paul II. Enfin, par rapport au monde dans lequel on est, je pense qu'il a une vraie sagesse. Mais il n'a pas la figure d'un homme planétaire. Sa sagesse, je pense, elle est aussi profonde. Mais c'est une chose, la sagesse, c'est autre chose de la figure. Et on voit bien, on n'a plus de figure planétaire. Pas plus dans le monde intellectuel. On a quelques vieux meubles du côté artistique et culturel, vous voyez, qu'on peut sortir, ce qui sont encore un peu vivants, mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et donc concrètement, on voit bien que, voilà, il y a quelque chose là de la... Enfin, je pense que la fratrie a une actualité tout à fait unique. Ouais, c'est ça que je veux dire. Alors, je finirai en disant que, dans un regard encore un peu plus profond, au fond, la fraternité m'apprend à accepter en moi ce qui ne relève pas de ma liberté. Je suis précédé. Ma liberté, elle est précédée par ce que je suis, génétiquement, corporellement, l'endroit où j'existe, la tribu dont je fais partie. Enfin, vous voyez, la fratrie, l'acceptation de la fratrie, c'est l'acceptation que je ne me fais pas moi-même. Qui a un donné de base, qui n'est pas simplement biologique, mais qui est aussi, appelons culturel si on veut, hein, de ces années, de ces 10, 15, 20 ans, des fois 25 ans, vécus dans la fratrie, qui me précèdent, qui sont un matériau sur lequel je vais pouvoir travailler, mais des fois avec lequel je vais devoir faire, parce que je ne peux pas tout retravailler. Et donc je trouve que c'est très intéressant de voir que mon existence constitue à essayer de m'autodéterminer en vue du bien pour moi et du bien pour les autres, mais sur une base que je ne pourrais infléchir, modifier en partie qu'en y consentant. C'est pas facile de ne pas se révolter. Alors, on peut passer par une phase de révolte parce que c'est une manière de se distancier, hein, mais c'est pas facile de consentir et puis de voir quelles sont mes marges de manœuvre. Qu'est-ce que ce vécu, cet héritage commun, me laisse comme marge pour travailler avec, pour travailler dessus, pour pas me laisser enfermer dedans. Et puis quelle est la part où au contraire, j'ai positivement, mais aussi négativement à faire avec. Donc la fratrie est un lieu, comment vous dire ça, de sagesse. Parce que finalement, bon, il y a mes parents, c'est très bien, mais comprenez bien, hein, la relation à mes parents, sous un certain rapport, m'a moins fabriqué que le vécu tribal. Parce que c'est l'écho aussi de la relation parentale, c'est l'erreur d'ailleurs de Freud, hein, une des nombreuses erreurs de Freud, même si ce qu'il a dit, il a mis le doigt sur des choses géniales, mais après ça, j'allais dire, ce sur quoi il a mis le doigt est à la fois tellement génial et tellement complexe qu'il n'a pu donner que des solutions simplistes et partielles. Voilà. Enfin, il a fait ce qu'il a pu dans le temps qu'il avait avec les limites qui étaient les siennes. Mais c'est très intéressant, ça, de voir qu'il a minimisé considérablement l'impact de la fratrie. Qui fabrique aussi beaucoup de choses. Alors, comprenez bien, sur non pas la musique, mais sur la tonalité fondamentale donnée par la présence ou l'absence d'ailleurs, hein, du père et de la mère. Et encore, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a pu y avoir d'autres personnes plus présentes que l'un ou que l'autre. En Afrique, vous savez bien, on est éduqué par son oncle et pas par son père. Et l'oncle n'a pas tout à fait non plus le même rapport que le père. C'est en Nouvelle-Bretagne, je crois, où on a 3 ou 4 mères. Il y a la mère génétique, il y a la mère éducative, il y a la mère sociale, c'est très compliqué, on a beaucoup de mamans, quoi. Enfin, peut-être que c'est très libérateur, je n'ai pas vu de psychanalyste qui soit penché sur la question. Et donc on voit bien que
ça veut dire aussi que, plus profondément, notre humanité est une humanité à accueillir avant de l'assumer et à accueillir avant d'essayer d'en faire quelque chose. Je dirais, la fratrie nous révèle comment la nature humaine est un patrimoine collectif. Que nous avons à faire avec ce donné de base qui est notre nature humaine. C'est abstrait la nature humaine, sauf que là c'est très concret. La nature humaine, c'est la part positivement commune qui non seulement nous codétermine avec mes frères et mes sœurs, mais qui codétermine aussi tout le reste de la famille humaine. Mais j'apprends que nous sommes codéterminés de la même manière à travers ces individus-là. Parce que mes parents, j'ai pu croire à un moment donné que c'était des demi-dieux, quoi. Après, de m'apercevoir qu'ils sont bien comme tout le monde. D'accord ? Et c'est très intéressant d'ailleurs le moment de voir où je m'aperçois que mes parents sont des frères et sœurs. Voilà. J'avais cru qu'ils étaient juste au-dessus, sauf qu'ils sont juste pas au-dessus. Ils font partie tout simplement de l'humanité commune, et que c'était juste un frère et une sœur aînés. À tout choisir. Qu'effectivement, la structure existentielle de la fécondité, la structure culturelle, et souvent d'ailleurs eux-mêmes, m'ont fait croire autre chose. Parce qu'ils y croyaient d'ailleurs, autre chose. C'est vrai, c'est bon de s'apercevoir quand vous avez des enfants, vous êtes juste leur frère et leur sœur aînés. Même il y a peut-être des endroits où vous allez même être leur frère et leur sœur cadet. Peut-être qu'il y a des endroits où ils sont plus compétents que vous. Vous savez, ça arrive. On a une fille qui a 15 ans, qui dans certains domaines a une sagesse relationnelle que nous on n'a jamais eue. Y compris avec celui d'ailleurs qui est plus dans la maison depuis longtemps, qui est notre mari. Voilà. Enfin, ou notre femme. Vous voyez, je peux comment dire ça. On peut rencontrer chez ses enfants, qui peuvent avoir d'ailleurs la chance, parce qu'on a veillé dessus, de ne pas refaire les erreurs qu'on avait faites et dont on ne s'est jamais complètement sorti, et eux ils ne les font pas. C'est pas facile de reconnaître humblement qu'on a à apprendre. On ne va pas leur dire trop fort, hein. Il ne faudrait pas que les chevilles les gonflent. Mais aujourd'hui, en plus, ils le savent. Donc ça ne leur fait pas gonfler les chevilles. Donc on peut le reconnaître. Je me souviens très bien, moi, ça m'avait beaucoup bouleversé de voir une fille de 8 ans dire à sa maman qui a perdu son mari, donc leur papa, à 30 ans, lui à 30 ans, ou 33 ans, et qui, au bout d'un an et demi, envisageait de se remarier avec un ami de toujours, qui s'était toujours tenu là. Enfin, voilà. Et elle dit à sa fille, tu vois, c'est pas facile de recommencer sa vie. Et sa fille lui a répondu tac au tac, tu ne recommences pas, tu continues. Voilà. Donc on peut vraiment apprendre de ça. Et donc c'est bon aussi, vous voyez, de voir qu'il n'y a pas d'antinomie. C'est pas parce qu'on est parents qu'on n'est pas frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi qu'on peut avoir été frères et sœurs et avoir eu un rôle paternel ou maternel, en sous-main, ou accepté, consenti, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Parce que finalement, c'est ça, d'être père ou mère, à part la dimension génétique, c'est juste d'avoir un ascendant positif. Et une longueur d'avance dans l'apprentissage, non ? Qu'est-ce que c'est d'autre ? C'est pas la peine de se raconter, de se mettre en scène autre chose. Hein. Et ce qui est très intéressant, et je finirai par là, c'est que on en a vu peut-être déjà travaillé une fois à propos de la famille, je me souviens plus de tout ce qu'on a dit d'ailleurs là-dessus. Peut-être qu'on peut dire que la structure de co-responsabilité et d'interdépendance assumée permet de mettre en œuvre une modalité de l'espérance qui est très différente de celle de l'espérance seule. Comment vous dire ça ? Alors c'est vrai de la co-responsabilité, mais c'est très fort dans la fratrie. C'est-à-dire que la fratrie, si elle est vraiment mise en œuvre de manière bénéfique, elle permet, comprenez bien, qu'on comprenne les désespoirs de l'autre. Et que donc on soit capable d'être un relais d'espérance plus approprié que si on n'est pas son frère ou sa sœur. C'est très étonnant ça. Nous aussi on le voit au moment où on fait cette rencontre entre les frères et les sœurs vous voyez, de personnes handicapées, on voit que des fois, c'est vrai qu'on a aussi une capacité à être des relais d'espérance. Alors des fois c'est eux qui sont des relais de désespoir pour nous, enfin, vous voyez, mais inversement. D'abord c'est pas vrai, parce que des fois ils sont aussi des relais d'espérance à d'autres endroits, et quand on commence à le comprendre d'ailleurs, c'est bizarre, mais il s'établit aussi des co-responsabilité, y compris avec une personne handicapée ou fragilité mentale, parce que la fragilité mentale, elle n'est pas intégrale, hein. Il y a des endroits, ils sont des fois pas du tout fragiles, mais juste surdoués, ou juste très intelligents, parce qu'on peut dysfonctionner sur un plan et être merveilleux sur un autre, on n'est pas d'un seul bloc, hein, une personne. Et donc c'est très intéressant de voir ça, de voir comment est-ce que se fabrique l'interdépendance dans l'espérance. Comment est-ce que on a besoin les uns des autres plus encore pour espérer dans les angles morts que pour construire ensemble des choses intéressantes. Parce qu'on a tous vécu ça dans la famille, de je sais pas trop quoi, enfin, de fabriquer un truc ensemble, de jouer au football ensemble, ou je sais pas trop quoi, de jouer à quelque chose ensemble. Enfin voilà, souvent on a fait cette expérience de, et puis des fois c'est plutôt le boulot des pères, mais de mobiliser dans une œuvre commune, ça peut être une expérience très forte.
Des fois d'ailleurs c'est une œuvre d'aide à une tierce personne. Enfin, il peut se passer des choses extraordinaires hein, dans l'ordre de la coopération collective au service d'un projet beau ou bon. On peut jouer au théâtre, on peut faire de la musique. Enfin, il y a des expériences collectives très intéressantes dans les familles. Mais c'est plus profond encore une fois, que d'être. On n'est pas nécessairement les amis les uns des autres. C'est merveilleux si on peut le devenir par choix réciproque. Par contre, c'est très étonnant que même si on n'est pas devenu vraiment l'ami, on a un pouvoir d'espérance et de désespoir extraordinaire les uns sur les autres. Parce que, précisément, finalement, à travers ce qu'il y a de semblable, je peux me servir de ce qu'il y a de semblable comme un moyen d'accueillir une part intime de mon frère ou de ma sœur. Au-delà même de la possibilité d'une amitié. C'est très mystérieux ça. Il peut y avoir pas d'amitié parce que l'autre n'en veut pas. Et j'apprends à accueillir quelque chose de l'intime de l'autre. C'est très mystérieux ça. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. Et je trouve que ça apprend quelque chose de la relation, comprenez bien, sociale au grand sens du terme, du sens de ce que c'est que la communauté humaine. C'est voilà, de se servir de la similitude pour aussi entrer en empathie. Alors en empathie, pas psychologique pure, hein, mais en entrant en empathie avec la part douloureuse. Et des relais d'espérance. Vous voyez, je veux dire, c'est pas facile, c'est très fin d'être relais dans l'ordre de l'espérance. C'est pas en disant à l'autre, t'inquiète pas, tout va aller bien. Quand l'autre est dépressif au dernier degré, ça change rien. C'est juste une insulte de lui dire ça. Voilà. Vous voyez, et je pense que la fraternité ou la fratrie bien vécue, et donc développée, comprenez bien, à l'âge adulte, peut constituer un réseau de résilience remarquable, ou bien pour l'un des membres de la fratrie, ou bien pour quelqu'un accueilli au sein d'elle. Que ce maillage-là, il peut servir à la résilience. Et donc je pense que le développement de la fraternité dans la communauté humaine de manière volontaire, développer de la fraternité là où il n'y a pas de fratrie génétique, est à mon avis la plus grande tâche de la vie collective humaine. Parce que je pense que c'est là-dedans que se fabrique la vraie vie ensemble. S'il n'y a pas, vous voyez bien, si on ne développe pas cette logique de fraternité, enfin vous comprenez bien, volontaire, c'est-à-dire, mais en assumant ce qu'on a appris, ce qu'on a souffert d'ailleurs de la fratrie, au fond il y a quelque chose de la communauté qui ne se fera jamais, qui est précisément d'être un milieu vital dans lequel les plus faibles peuvent trouver un chemin de résilience. C'est-à-dire d'espérance. À vous les questions. J'ai dû rater des pans entiers de la question, mais voilà, vous allez les corriger, parce que c'est le sentiment que j'ai depuis le début de la conférence, en me disant, mais il y a des trucs essentiels que je suis en train de rater, mais je n'arrive pas à voir lesquels. Comment faire quand on n'a pas eu de frères et sœurs ? D'abord, c'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve. Alors, je vous dirais que le Christ a vécu le premier, c'est mystérieux. De temps en temps, on dit, ouais, c'est merveilleux, Marie avait Jésus. Enfin, c'est l'horreur d'avoir qu'un enfant. Enfin, c'est l'horreur, c'est pas facile du tout d'avoir qu'un enfant. C'est pas facile de ne pas avoir de frères et de sœurs. D'abord, on a des cousins et des cousines. Et puis, alors, sauf dans des cas très spéciaux, il y a des gens qui ont joué un rôle analogue. Et je pense qu'on peut nouer, souvent, on noue des relations analogues à la relation fraternelle avec des gens qui sont au-delà de la famille stricte, enfin, vous voyez, de la famille à trois, là. Voilà. Et c'est évident que quand on a un enfant unique pour telle ou telle raison, parce que ce n'est pas nécessairement voulu, c'est capital évidemment de favoriser cette fratrie et de comprendre que cette fraternité, cette fratrie, elle peut se fabriquer au-delà de l'aspect génétique. On sait bien qu'il y a des cousins ou des cousines des fois accueillis qui sont devenus autant à cause de telle ou telle difficulté ou malheur, qui sont devenus précisément des vrais frères ou des vraies sœurs. Mais je pense que par contre, c'est vrai, quand on a eu finalement peu l'occasion, parce que malheureusement, les situations familiales où les parents eux-mêmes n'ont pas été attentifs à ça, c'est un long chemin, faut se le dire clairement, c'est un long chemin avant d'entrer dans la dimension sociale qu'est la fraternité. Je pense dans ma communauté, des frères ou des sœurs qui sont enfants uniques, ça a été long avant
ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu apporter quelque chose, mais avant que la dimension fraternelle, va être transposée, parce que soit vivable, ou bien parce qu'il y avait trop d'attentes, ou bien parce qu'au contraire, il n'y avait pas savoir comment faire, ou bien parce qu'on est blessé trop fort. C'est pas facile d'avoir. Parce qu'évidemment, les frères et les sœurs, c'est aussi ceux qui se dérangent les uns les autres tout le temps, quoi, au bon sens du terme. C'est libératoire d'être encombré des autres qui vous piquent votre pull, qui vous démastraquent votre machin, qui vous mangent dans votre assiette. Enfin, il faut que ça soit régulé un peu, mais finalement, la famille, moi je pense que c'est vraiment, il faut que ça soit un vrai désordre régulé. Mais un vrai désordre régulé. Mais pas un ordre avec un peu de fantaisie. Non, ça marche pas ça. Enfin, ça fonctionne pas pareil. Dans le sens que, précisément, le désordre, dans le sens que qui peut prétendre mettre vraiment de l'ordre là-dedans? Alors, il faut une loi, il faut un peu de discipline, mais c'est très subtil tout ce qui se passe là-dedans. Donc, comment vous voulez que les parents déterminent exactement ce qu'on est censé vivre ensemble? Déjà, chacun de nous, ils ne comprennent pas très bien, alors nous, ensemble, vous comprenez, ils sont carrément dépassés, quoi. Je pense d'ailleurs qu'il faut faire faut souvent aller demander conseil aux aînés, même des fois cadets, qu'est-ce qu'ils pensent là de la situation familiale. Ils sont des fois bien plus intelligents que les pauvres parents qui comprennent rien. Avec tout le respect qu'on leur doit. Alors, je n'ai pas parlé frère, vous avez remarqué, j'ai mis de côté, ça y est, ça je m'en aperçois, j'ai oublié un truc central, c'est qu'un frère, c'est pas une sœur. Et une sœur, c'est pas un frère. Une sœur, c'est une femme dans ma vie dès qu'elle est petite. Je fais quoi avec ça? Parce que déjà un frère, c'est pas commode, mais alors en plus une femme, où je m'aperçois que c'est une femme, je fais quoi encore? Et réciproquement. Pour une sœur, c'est pas un frère. Et un frère, c'est pas une sœur. Je fais quoi avec? Parce qu'un frère, c'est quoi pour une sœur? C'est comme un papa en plus petit? Ou un frère, c'est comme un petit frère, mais en plus grand? C'est bizarre, c'est deux planètes différentes au début. Il faut beaucoup de temps avant de les connecter. Voilà. Donc c'est aussi compliqué, parce que la compréhension de la différenciation sexuelle, là encore, quoi qu'en pense Freud, même si elle est un peu lourdement marquée par le père et la mère, surtout dans les structures sociales de type bourgeois autrichien, mais ça va jusqu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que des bourgeois, donc dans nos structures de vie sociale, oui, effectivement, le poids du père et de la mère sont très grands. Parce que regardez les gens dont s'est occupé Freud. C'est pas des familles de paysans. Je ne crois pas beaucoup qu'il ait psychanalysé de gens qui venaient de la campagne. Et donc c'est vrai que je pense que la fratrie joue globalement beaucoup, sauf je vous dis dans la mise en scène, là on n'est plus là-dedans, heureusement là-dedans aujourd'hui, mais dans la mise en scène bourgeoise, vous voyez, où l'individu est tellement distingué les uns des autres que la relationnalité est moins importante que chacun, et donc toute la relationnalité est en sous-main. Vous voyez ce que je veux dire? Famille bourgeoise, c'est ça, c'est que chacun se met en scène pour ce qu'il est. Et du coup, tout ce qui constitue les relations, si elles ne sont pas correctes socialement, elles sont enterrées dans les caves. Alors que dans une vie rurale un peu saine, les pathologies, elles sont assises sur la table. Donc je pense que pour bien comprendre Freud à sa décharge, il est dans une société qui est déjà pathologique par son organisation de mise en scène, qui vient du XVIIe, qui est la mise en scène du convenable, et en plus d'un convenable qui, de nouveau, que je trouve moi pathétique et ridicule, et qui implique de mettre dans l'ombre des milliers de choses, dont notamment la vie sexuelle. Et comment faire, par exemple, dans les cas où les rôles se sont inversés, c'est-à-dire les frères, sœurs aînés deviennent les petits et le petit devient les grands, et comment revendiquer leur place? Tout à fait. Et parce que finalement, c'est un rôle que peut-être lui, quand il était né, il n'a pas demandé, et que tout d'un coup, le petit, il n'a pas demandé non plus à être l'aîné. Donc. Tout à fait. Alors c'est vrai, ça c'est vrai aussi, à la limite, quand des fois, c'est les enfants qui doivent prendre les parents en charge. Moi, je connais un exemple comme ça, où l'aîné avait 18 ans, le dernier avait 6 ans, et tout d'un coup, leurs deux parents ont fait leur crise d'ado simultanément. Mais d'ado. Et quand je dis d'ado, c'est d'ado, vous voyez, grave, quoi. Voilà, ado. Non, j'exagère à peine. Complètement ado. Infantile complet, quoi. Incapacité d'assumer presque même la vie familiale matérielle. Ça fait un choc. Quand tout d'un coup, vous vous retrouvez, au moins les 2-3 aînés, comme parents de vos parents, quoi, qui sont... alors, depuis, ça s'est un peu rétabli, mais c'était impressionnant de voir ça.
Alors, il y a plein de choses à dire. D'abord, quand c'est imposé, ça peut être très lourd. Parce que des fois, ça arrange certains de fixer à l'autre qu'il est l'aîné. Ou d'infantiliser l'aîné. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Donc, il y a des mécanismes de malsains, on va dire. Il faut réussir à les nommer. Et puis, il peut y avoir, au contraire, alors de manière plus fine et plus souple, des choses bénéfiques. C'est-à-dire qu'effectivement, une fille de 14 ans peut être beaucoup plus douée que son frère aîné, qui en a 18, qui est à l'ouest dans les moments où les parents sont pas là et qui va très bien prendre les choses en main. Peut-être parce que le premier, c'est un poète génial, qui est juste pas un organisateur de famille. Et qu'elle, elle est précoce et qu'à 14 ans, ça lui fait le plus grand bien de prendre tout ça en main. Donc, je dirais, ça peut aussi être bénéfique. Moi, vous voyez, finalement, les différences d'âge, elles vont jusqu'à combien, 15 ans, c'est pas jusqu'à 20 ans. Donc, je dirais, encore une fois, est-ce que c'est choisi? Comment c'est choisi? Et est-ce que c'est assumé? Parce que, voilà, comment les uns et les autres, ils trouvent leur compte. Et donc, pour moi, les parents, en tout cas, doivent veiller à objectiver ça, à permettre que ça se fasse si tout le monde est d'accord. Et si les aînés sont pas gênés par ça, parce que ça leur casse les pieds, ils sont ravis que la petite sœur se fasse ça, par contre, il reste les aînés, à un autre niveau. C'était typique, je vous le disais, dans le cas de la personne handicapée. Cette fille, c'était très beau, elle me dit, mais après avoir eu la honte de ma sœur, quand j'ai découvert les endroits où elle était vraiment mon aînée, elle me dit, mais j'ai découvert qu'il y avait des endroits où elle était vraiment plus douée que moi. Du coup, de la réaccueillir comme mon aînée, ça m'a libéré de la honte que j'avais, à cause du fait qu'elle était comme une petite fille pour moi. Ouais. J'ai trouvé ça très fin comme travail. Et donc je pense que, oui, un aîné, il y a un endroit où il est toujours un aîné. C'est pas bon de baisser complètement les bras là-dessus. Mais trouver l'endroit où il peut l'être. Un cadet peut avoir beaucoup plus de qualité que ses aînés, mais il y a un endroit, c'est aussi un cadet, il faut le lui rappeler. Et l'aider à l'accepter. Bon, d'ailleurs, c'est comme entre un père et une mère. Hein. Il y a des moments où une mère est compétente sur le terrain sur lequel normalement c'est plutôt les hommes qui sont compétents, et des fois réciproquement. Hein. Il y a des pères qui font très bien la cuisine et qui sont ravis de faire la cuisine pour la famille, et des mères, ça leur casse juste les pieds depuis toujours de faire la cuisine. Et vous avez des mères qui sont super bons en comptabilité, elles ont un mari poète ou philosophe qui, lui, la comptabilité, c'est juste l'horreur, ça le rend fou, quoi. Bon, le tout, c'est qu'il ne faut pas que toutes les fonctions de l'un passent dans l'autre, à part la corporité, quoi. Parce que là, ça ne va plus bien. Donc on voit bien qu'il y a besoin que la dimension d'un certain ordre, alors naturel, on n'aime pas le mot naturel, mais d'un ordre de fait, on va dire ça, qui est un ordre naturel d'ailleurs, qu'une certaine ordre dans cet ordre naturel soit respecté, même si l'organisation humaine peut le transformer. C'est ça que je dirais. Mais on ne peut pas l'annuler. L'ordre naturel n'est pas quelque chose qui est purement de la pâte à modeler. C'est une matière qui a déjà ses lois et ses prédéterminations. Je n'ai pas à m'y soumettre bêtement. Il y a dire de toute façon, il y a la comptabilité, c'est les hommes. Non. Mais par contre, j'ai à pas oublier qu'un homme, c'est pas une femme c'est pas un homme, et c'est pas juste culturel. Parce que si c'est corporel, ça veut dire que c'est personnel. Et que c'est la même chose dans l'ordre de... Oui, je ne suis pas né au même moment. Et c'est dans le rapport à l'histoire corporelle collective de la famille, quelque chose. On le sait bien, je suis le 3e ou le 4e, c'est pas rien. Et ce qui m'a précédé entre deux, que ma maman, elle a fait une fausse couche, elle a perdu un petit frère, ou voilà, ça joue. Que je suis né au moment où ma propre mère a perdu sa maman. Et je suis sa fille, ça joue. L'histoire corporelle, elle est fondamentale. On le sait aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de thérapies qui gravitent autour de ça. Il ne faut pas en faire un absolu. Mais c'est tout à fait... Enfin, pour quelqu'un qui a un tout petit peu de compréhension symbolique des choses, c'est une évidence. Une évidence. On voit bien qu'un enfant vous fait rejouer certaines parties de votre existence. Et il vous les fait rejouer aux endroits où il est semblable et aux endroits où il est pile dans la faille. L'endroit où il vous ressemble, ça rejoue par similitude. Et l'endroit où il est exactement à l'inverse de vous, il vient mettre le doigt et dit « Tu n'as pas l'air d'aller bien là ». Ah oui, c'est sûr, parce qu'à ton âge, là, j'ai été carrément la catastrophe, quoi. Enfin, il ne vous le dit pas, d'ailleurs, il vous rentre dedans pour voir comment ça résiste. Voilà, donc je dirais, là, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais effectivement, dans la fratrie, l'élément... vous voyez, de ce qui se vit ensemble, des choix qu'on fait dans les... Voilà.
doit toujours se faire dans le respect, qui n'est pas simple parce que vous voyez bien, je ne peux pas le formaliser. Ce n'est pas possible de formaliser le rapport entre nature et culture. On rêverait de ça, ça fait longtemps qu'on rêve ça. Non, non. La nature, c'est un donné qui a certaines lois fondamentales et qui sont plus ou moins rigides. Je suis définitivement le cadet de mon frère. Par contre, les frontières entre la masculinité et la féminité de l'ordre des fonctions, elle est souple. Voilà. Aujourd'hui, on voudrait qu'elle soit souple juste en dépassant la corporité. C'est-à-dire qu'on aurait dit que je suis l'équivalent de ta mère alors que je suis un homme et que je suis l'équivalent de ton père et que je suis un homme parce qu'on est ensemble. Que la corporité, c'est secondaire. Ça va pas. On peut dire que tu n'auras pas de mère. À ce moment-là, il faut assumer. Parce que c'est pas rien d'avoir 2 pères et pas de mère. C'est pas rien non plus. Même si on va toujours retrouver l'exemple où ça s'est passé mieux que s'il y avait eu un père et une mère. C'est sûr qu'entre 2 brutes, stupides, agressives et qui veulent pas de moi, un homme et une femme, et 2 hommes qui sont gentils, dévoués et en plus intelligents et qui se laissent aider par des psychologues pour savoir comment éduquer, c'est évident que je choisis les secondes, moi, tout de suite. Ouais. Mais on m'aurait donné la même chose, mais avec un homme et une femme, je pense que j'aurais choisi un homme et une femme, tiens, bizarrement. Aussi délicat, qui est assez rare, parce qu'évidemment le rapport homme-femme est un peu plus compliqué, donc ça fait un peu plus de brutalité qu'entre 2 personnes du même sexe, parce que bizarrement il y a plus de douceur, c'est les avantages. Et donc c'est vrai que, mais à chance égale, là, avec exactement les mêmes compétences de part et d'autre, je pense que... Vous savez, c'est les tests médicaux, il faut prendre les mêmes données de base pour pouvoir tester les résultats. Sinon on est dans de la rhétorique malhonnête, il faut quand même être clair. Un test aveugle, c'est un test aveugle. Dans le domaine de l'enfant unique, quelles implications ça peut avoir si on applique ce principe au niveau de toute une civilisation sur plusieurs générations? Je pense à la Chine, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. C'est un énorme problème aujourd'hui, d'ailleurs la Chine le reconnaît, hein. C'est pour ça qu'ils réintroduisent quand même la possibilité du deuxième de plus en plus souvent, quasiment de manière maintenant systématique. Merci à leur économie, parce que sans l'économie, ils ne l'auraient pas fait. Et puis que ça ne les gêne pas d'ailleurs, quand c'est au Tibet, de suggérer aux Chinois de se reproduire le plus possible, au-delà de 3 ou 4, parce que du coup ça fait en une seule génération 3 fois plus de Chinois que sur les Tibétains, et que ça permet après ça de dire que le Tibet a toujours été chinois. Parce que c'est... L'invasion du Tibet, elle est comme ça, elle n'est pas militaire, elle est démographique, c'est bien plus astucieux. Et donc là, il y a un vrai problème. Moi, je suis allé là-bas et on vous explique que le Tibet, ça n'a jamais existé comme problématique. Qu'il n'y a que le Dalai Lama qui s'est inventé une fausse nationalité et des faux passeports. Et donc, le problème, il l'observe, hein, il est multiple. D'abord, il est que, vous savez que ça implique d'abord la suppression de beaucoup d'enfants dès le sein maternel, hein, et que le syndrome du survivant, quand c'est massif à l'état culturel systématique, ça fait beaucoup, ça pèse sur la collectivité, même si c'est une tradition chinoise très ancienne, l'avortement. Ensuite, il y a un phénomène de sacralisation de l'enfant, et surtout du garçon. Voilà, donc on sait aussi que du coup, il y a trop de garçons par rapport aux filles, en Chine, c'est un problème. Et donc il y a une fixation, et aujourd'hui, la Chine, enfin les gens intelligents en Chine savent qu'il y a un vrai problème là, qui est d'ailleurs contraire à la culture qui était la leur, hein. Privilégier les garçons sur les filles en supprimant les filles dès la naissance, ça c'est vieux comme la Chine. Mais le syndrome de l'enfant unique avec la difficulté à la socialisation que ça implique, l'ego. Et moi, une de mes hypothèses, c'est qu'aussi la classe moyenne qui aujourd'hui réussit et qui rentre dans une logique de libéralisme économique, de libéralisme économique sans capitalisme. Parce qu'en Chine, ça ne vous appartient pas, vos biens. Ça appartient à la Chine. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ce n'est pas des capitalistes. Parce qu'il n'y a pas de propriété privée stricte. Par contre, c'est une économie libérale. Et pour que ça fonctionne, vous voyez, pour que des gens arrivent à entreprendre individuellement en sachant que de toute façon, si à un moment donné, ce qu'ils font est contre leur pays, leur pays peut tout leur prendre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de société de propriété privée. Il faut des gens chez qui l'ego individuel soit assez boosté. Vous voyez, ça crée... voilà. Les enfants uniques, ça crée de très bons concurrents à la compétitivité économique libérale. Donc je pense que c'est une des raisons. Voilà. Sauf qu'il y a aussi des effets secondaires. Parce que l'autocentrage de l'enfant unique ne supporte pas non plus bien la rivalité, que ça peut aussi à un moment donné engendrer de la perte de solidarité collective massive. Voilà. Donc à mon avis, la Chine a devant elle, au fur et à mesure de son enrichissement matériel, des problèmes psychosociologiques graves. Si j'ai bien compris, elle en est consciente. On a eu ça alors différemment. Hein. Vous savez, c'est dans le sud-ouest de la France.
une tradition d'essayer d'avoir 2 enfants et pas plus, pour ne pas perdre d'héritage. C'est une tradition, là, je pense au Périgord, où c'est 2 enfants. C'est pas simple. Quand le fait d'avoir un enfant ou un nombre d'enfants précis correspond à une stratégie qui n'est pas d'abord celle, qui conditionne celle de l'accueil. Ça, c'est pas simple. Enfin, ne rêvons pas non plus. Qu'est-ce qu'il y en a des familles d'enfants adoptés, puisqu'ils n'ont pas d'ADN commun Oui, c'est ce que je disais. C'est pour ça que d'abord 2 choses. Le fait que le partage de quelque chose de moi, ça se fait par la vie commune. Donc, encore une fois, la vie commune, elle pèse de tout son poids, et la vie commune, elle est corporelle. Donc, il y a une, vous voyez, comprenez bien, il y a une inscription jusque dans le corps de cette vie commune. Alors, soyons clairs et lucides et courageux. C'est plus difficile, par exemple, quand, à cause du fait que je viens d'un autre pays, que je n'ai pas la même couleur de peau. Vous voyez, c'est plus simple d'adopter quelqu'un, il faut être honnête, c'est plus simple d'adopter quelqu'un dans la fratrie qui est du même pays que quelqu'un qui est d'un autre pays et où ça se voit par la physiologie. La physiognomonie. Parce qu'après ça, du coup, la non-appartenance génétique est visible par tout le monde. Voilà, donc il faut l'anticiper, ça. La générosité envers d'autres pays du monde ne doit pas se faire en se masquant cette difficulté-là dans la fratrie, sachant que ça peut poser des vrais problèmes. D'ailleurs, malgré la bonne volonté, quelle que soit la bonne volonté des parents, ou tout simplement parce que des fois par culpabilité, ils n'ont pas eu le courage de poser la question brutalement à un moment donné en disant oui, effectivement, c'est normal que tu souffres, il faut qu'on en parle avec tes frères et sœurs, de poser la question au milieu voilà. Dire, mais de toute façon, on t'aime comme si tu étais notre fils, oui, sauf que je vu la couleur de ma peau, c'est clair que je ne suis pas votre fils, quoi. Et donc, il y a besoin aussi, on le sait dans l'adoption, d'assumer progressivement cette non-origine génétique commune, c'est-à-dire que ce n'est pas notre enfant au sens génétique. Ce qui ne veut pas dire que ça le soit moins personnellement, mais ça l'est moins intégralement, d'accord ? Ça ne l'est pas nécessairement moins personnellement. Mais voilà, avant qu'un enfant soit capable de distinguer le fait qu'il n'est pas moins personnellement, bien qu'il ne le soit pas intégralement, il faut faire tout un chemin. Et évidemment, le chemin, il n'est pas à faire par rapport aux parents qui l'ont adopté, mais par rapport à ceux qui l'ont présentement désadopté. C'est là qu'il est le vrai travail. Ou par rapport à la vie qui a retrouvé que c'est fait que je me suis retrouvé sans parents. Donc là, il y a un travail. Et donc, alors, de manière plus large, c'est la question des familles recomposées. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réussir à identifier quelle est la base de la fratrie. Qu'est-ce qu'on choisit de vivre ensemble pour le coup là ? Qu'est-ce qu'on choisit de vous faire vivre ensemble ? Et donc ça ne se fait pas là va comme je te pousse, puisque là les points de repère naturels ne sont pas là pour que les choix se fassent un peu conduits par eux. C'est d'ailleurs des fois un défaut. Parce que je disais tout à l'heure, effectivement, des fois, accepter que ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu es le plus compétent. Ça fait partie de l'intelligence où je dépasse la structure naturelle. Mais dans la famille recomposée, j'ai absolument besoin d'être en permanence dans cette espèce d'intelligence sur le fait que la fratrie se construit sur la base de choses partagées ensemble, mais en assumant la disparité des origines génétiques, et même d'ailleurs la disparité aussi de la part vécue au préalable dans chacune des familles. Tout ça est assez complexe. Mais précisément, le but de notre travail, je pense, peut aider à voir quelle est la base de la fratrie de manière plus objective, donc devrait permettre de développer, comprenez bien, non pas une méthodologie, mais un accompagnement de l'adoption ou un accompagnement de la fabrication de la fratrie de manière plus raisonnable. Mais je pense que la grande question des enfants, dans le cas des fratries, c'est est-ce que ça va durer plus longtemps cette fois-ci que la fois d'avant ? Pour être très honnête. Donc je pense qu'il faut avoir le cran là, de réfléchir avant. Et que moi je pense ça gravement irresponsable de se lancer dans la recomposition d'une famille quand on n'a même pas la détermination à rester nettement plus longtemps l'un avec l'autre qu'on l'a fait la fois d'avant. Pour être très clair avec vous. Pour moi, c'est des responsabilités graves. Enfin, c'est ce que j'appelle moi de l'égoïsme criminel. Et moi, je suis, mais sans pitié avec les parents là-dessus. Je dis, mais attendez, vos problèmes d'adultes, c'est vos problèmes d'adultes. Vous n'avez pas à faire porter vos caprices successifs sur le dos de vos enfants. Une fois, on peut, encore une fois, moi, à qui ça viendrait de juger d'arriver à un échec ? Personne. On ne peut pas juger qu'on arrive à un échec. Mais après ça, il faut en prendre la leçon, il faut l'assumer comme un échec. Il faut aller au bout des conséquences de l'échec. Et avant de s'embarquer dans autre chose, il faut pour le coup, là, prendre le temps. Vous voyez, la première fois, on
pas responsable. Enfin, on peut avoir dans certains cas beaucoup d'excuses, pas la deuxième. Et donc je trouve que la famille, pour moi, c'est un magnifique défi, la famille recomposée. Mais on le sait, aujourd'hui, si ça fonctionne si mal, pour être très honnête, et si ça donne lieu à tant de problématiques psychologiques lourdes, voire de délinquance accrue, on le sait statistiquement, c'est que ça réclame un accompagnement avec de la sagesse dedans. Vous voyez, je dirais, avoir un enfant, commencer à l'éduquer, même aujourd'hui, ça réclame déjà un peu de sagesse. Donc par rapport au gaufre, le moule à gaufre, c'était plus simple. Hein. J'ai été gaufré, on a été gaufré, nous les gaufrerons. Quand vous vivez ça sur des millénaires, c'est super cool l'existence. Comme en plus, on en avait parlé, la survie, ça gaufre tout le monde, parce que ça te présélectionne style Darwin. C'est super cool l'existence, c'est assez simple. Même si c'est terrible, par ailleurs. Mais quand tout d'un coup, il n'y a plus le gaufrage et il n'y a plus la survie darwinienne, on est juste perdu. Et donc là, on a besoin d'y réfléchir. C'est pour ça que je suis intimement convaincu, mais je vous l'avais déjà dit, qu'il faut absolument inventer partout, en France et bientôt dans le monde, des écoles des parents. Dans lesquelles ils sont eux-mêmes ceux qui apportent les bonnes idées, hein, mais qui les confrontent à ceux des autres. C'est pour ça qu'elles sont peut-être un peu moins bonnes. Voilà, donc là, je pense qu'il y a un vrai travail. Et là où l'accompagnement, ou le lieu le plus difficile, ce n'est pas l'adoption, c'est la famille recomposée. Bon. Oui. Et lorsqu'un membre de la famille, depuis des années, ne fait que déblatérer sur ce qu'il a vécu de triste dans l'enfance, en critiquant sans cesse les parents, etc., depuis très longtemps, et répéter, est-ce qu'il faut rentrer dans son jeu, ou est-ce qu'il faut... voilà. Oui. Il y a deux extrêmes là-dedans. Vous savez, on le voit bien. Hein. Vous avez le premier extrême, c'est que tout le monde pense la même chose, sauf un. Qui dit exactement l'inverse. Si tout le monde pense exactement la même chose sauf lui, il y a des chances qu'il ait raison. Parce que c'est toujours le bouc émissaire. Oui, si tout le monde pense exactement la même chose, parce que c'est très mauvais signe si tout le monde pense la même chose. D'accord ? Dans une famille, on ne pense pas la même chose. Okay ? On a normalement des opinions différentes, sinon ça veut dire qu'on n'a pas le droit de penser différemment. Et je parle de strictement la même chose, sur tous les domaines, vous voyez, je veux dire. Et on pense surtout comme les parents. Et donc, c'est souvent lui qui a raison, parce que c'est le bouc émissaire. C'est celui qui a servi précisément à ce que tout le monde aille bien. Et puis, il y a l'autre extrême, qui est celui que vous dites. C'est-à-dire, c'est celui qui n'est pas content que finalement, ça ne se passe pas si mal. Pour telle ou telle raison. Parce que, alors, il y a souvent un élément objectif, hein, c'est pas purement imaginaire. Mais à partir de cet élément objectif, il y a une réinterprétation, un peu paranoïde, on va dire ça, hein, une réinterprétation. Et là, c'est très difficile, parce que là, effectivement, on pense tous différemment sur beaucoup de sujets, mais sur le fait que globalement, on s'en sorte pas si mal et que ça n'a quand même pas été l'horreur, la famille, là, on est à peu près tous d'accord. Et de manière, comprenez bien, différenciée, je dirais polyphonique. Et là, c'est clair que c'est lui qui va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut sans doute déjà qui peut mieux le rejoindre, c'est la question. Est-ce que c'est quelqu'un de dedans, quelqu'un de dehors ? Ensuite, il faut sans doute que la personne qui va aller faire ça commence par lui montrer qu'on l'entend là où il a raison, donc là où il a souffert. Que c'est sur la base de le faire travailler sur l'endroit où il a vraiment souffert, ou donc l'endroit où il a raison, que progressivement, il va peut-être falloir l'amener à se déplacer. Sur le fait que d'avoir souffert sans doute beaucoup, peut-être pas horriblement comme il le pense, c'est pas de toute façon une fatalité. Donc vous voyez, c'est souvent quelque chose du dehors. Donc souvent, la fratrie elle-même, elle ne peut pas faire grand-chose. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne le sortir, voilà, et l'aider à se décentrer de la fatalité du malheur dans laquelle il est, qui souvent lui permet de ne pas avoir à prendre sa vie en main. Parce qu'il a là un scénario d'existence tout construit qui est celui de la victime. Hein, vous savez, c'est Pascal Bruckner qui a écrit un livre très intéressant, il y a maintenant plus de 15 ans, 20 ans, qui est de plus en plus actuel d'année en année, qui s'appelle La tentation d'innocence. Il explique que le XXe siècle, la fin du XXe siècle, a inventé un mode de manipulation terroriste d'une puissance extraordinaire. C'est de se mettre comme victime. C'est de prendre la posture de la victime. C'est pas facile, parce que c'est notre manière, moi je dirais, c'est la manière ultime dont la fin du XXe et le début du XXIe gèrent sa culpabilité collective.
c'est en désignant certaines personnes comme des victimes qu'il faut absolument défendre. Et d'ailleurs, quand on les défend, du coup, on est avec les victimes. Et on s'indigne à cause des victimes. Donc on est du côté des victimes. L'âge adulte, c'est quand je commence à admettre là où je suis un bourreau. C'est pas quand je commence à identifier, à m'indigner d'avoir été victime. Ou que les autres le soient. Il faut prendre la défense des victimes. Et sur la base du bourreau que je suis potentiellement. Ou que j'ai peut-être été sans m'en apercevoir à tel ou tel. Vous comprenez bien, un bourreau entre guillemets. Hein. C'est beaucoup plus difficile, ça. D'ailleurs, dans la famille, on le sait bien, hein, c'est quand on commence à accepter d'admettre qu'on a pu faire du mal aux autres sans le vouloir, qu'on a pu leur faire mal, ça c'est sûr, qu'on a même pu leur faire du mal sans le vouloir. Et que peut-être même, il y a des endroits où on a été un peu complice du mal qui leur a été fait, et même des fois du mal qu'on leur a fait. C'est sur cette base-là qu'on peut après ça travailler sur le reste, sinon c'est pas possible. On est impliqué, donc vous comprenez bien. On a été beaucoup trop proche pour ne pas se faire du mal là où on ne s'est pas fait du bien. C'est clair. D'ailleurs, c'est quand même un petit Tupperware, une boîte. C'est quand même une petite boîte, une famille. Donc, alors, plus ou moins. Hein, plus ou moins. Et souvent, ce n'est pas nécessairement beaucoup. Mais c'est très étonnant que, même si ce n'est pas beaucoup, ça peut rester marqué dans le cœur de l'autre. C'est tout bête, hein, le processus du pardon, alors là, je le prends au sens humain du terme. Hein, c'est le processus de la reconnaissance et de se voir désolé voilà, et d'essayer de prendre une position qui compense un peu le mal qui a pu être commis. C'est ça, le pardon au sens philosophique. Hein. Ce n'est pas le pardon au sens fort d'ailleurs, mais c'est un moyen redoutablement positif dans la famille. À mon avis, c'est même une condition sine qua non en fait, de la famille, si on veut que la fratrie se constitue et perdure le mieux possible. S'il n'y a pas ça, c'est très difficile. C'est vrai, je n'en ai pas parlé non plus. J'aurais pu parler de fratrie et pardon. Est-ce qu'il y a une obligation morale à rester en relation avec ses frères et sœurs ? Super question, surtout quand ils sont en situation de difficulté, voire de détresse. Il faut savoir si c'est un bien pour lui et un bien pour moi. Voilà. Si c'est un mal pour moi, objectif, hein, je n'ai pas à le faire. Ça peut me détruire, voilà, pour telle ou telle raison, parce que ce que j'ai vécu, j'ai toujours pas réussi à dépasser ce qui s'est passé avec mon frère. Et je sais que même s'il est en situation catastrophique de détresse, j'aimerais bien l'aider, alors je peux essayer de faire aider par un autre, mais je sais que de le rencontrer, ça va que réempirer les choses, et pour moi et donc pour lui. Voilà. Ça, c'est la situation limite. Hein. Donc je dirais, il y a une vraie question là. Je n'ai pas à choisir d'accueillir dans ma vie des gens qui me détruisent. Voilà. Même si ce n'est pas sa volonté. Ça peut être un fait. Voilà. Ensuite, en dehors de cette situation-là, donc je peux malgré tout désirer essayer de faire un bien à l'autre, mais même ça peut être... ma seule posture peut de ne pas vouloir le détruire et de ne pas pouvoir faire plus. Voilà. Il y a des situations, sont claires, il peut y avoir des situations dramatiques d'inceste par exemple, où c'est pas aller devant les tribunaux, j'irai pas devant les tribunaux, mais il ne faut rien me demander de plus. Je ne pourrais rien faire d'autre que de ne pas aller devant les tribunaux. Et donc ne pas l'aider, c'est une manière sanitaire de protéger l'état de fragilité dans lequel je suis. Voilà. Vous avez des gens, ils choisissent pas les tribunaux, mais ils choisissent une fermeture qui est une fermeture qu'ils essaient de vivre aussi sereinement qu'ils peuvent, mais ils savent que c'est une question de survie. Voilà. Donc c'est la situation limite. Sinon, c'est clair qu'il y a quand même un endroit, comme dit l'Écriture, c'est la chair, c'est ma chair et mes os. C'est mon sang et mes os pour être précis. Non, c'est ma chair aussi. Et donc je peux pas. C'est pas vrai que je suis indifférent. Et donc, et c'est pas vrai que je peux faire comme si nous n'avions pas vécu des choses ensemble. Donc, si on sort du premier cas, c'est qu'il y a un endroit, mon frère ou ma sœur m'a été bénéfique à un moment dans mon existence. S'il n'a été que maléfique, encore une fois, on revient au cas 1. Sinon, c'est qu'il a été bénéfique. Donc, étant donné le bien qu'il m'a fait, c'est normal que je veille, à proportion, hein, aussi de lui vouloir du bien. Voilà. Ensuite, après ça, je suis libre, même si c'est un acte généreux, parce qu'à l'égard de situations... Vous voyez, il y a un endroit où, comprenez bien, sous un certain rapport, il est plus proche de moi que d'autres. Pas sur la base de l'amitié, pas seulement sur la base de la vie sociale, mais sur la base, encore une fois, de
partage d'existence et de cette similitude qui fait qu'il y a une partie de moi aussi en lui. Et donc, sous ce rapport-là, j'ai un devoir de me poser la question. J'ai un devoir de développer une bienveillance envers l'autre autant que c'est possible. Et une aide autant que c'est raisonnable et bénéfique pour moi et pour lui. Voilà. Ce qui répond à rien, parce que chacun étant tellement totalement particulier, c'est souvent très compliqué. Par contre, soyons clairs dans l'autre sens. J'ai pas un devoir strict fondé sur la culpabilité. Ça, c'est pas possible, ça. Donc c'est capital que je reste libre, y compris de la part, comprenez bien, de l'obligation morale qu'il peut y avoir. L'obligation morale, il faut que je vérifie si elle doit se mettre en œuvre. Ça me semble capital. Je vois très bien, c'est le cas de la personne handicapée. Dois-je prendre en charge mon frère ou ma sœur handicapé à la mort de mes parents? Alors que je n'ai pas été impliqué d'ailleurs dans certains cas dans la prise en charge qu'ils en ont fait depuis longtemps. Grande question. Certains se débrouillent pour que l'action ne se pose pas, donc ils sont déjà partis psychiquement très très loin. D'autres, c'est l'inverse, n'envisagent pas qu'ils puissent dire non. Et ils vont, peut-être héroïquement, après ça on passe au niveau théologal et spirituel, détruire une part de leur vie personnelle pour sauver leur frère, enfin pour accompagner leur frère ou leur sœur. Vous avez des gens qui ont sacrifié leur vie, et je le prends dans la double ambiguïté du mot sacrifice, pour s'occuper d'un papa, d'une maman, d'un frère ou d'une sœur. En quoi c'est louable, en quoi c'est malsain et suicidaire, c'est très difficile de juger. Voilà. Donc, mais je pense que les deux extrêmes, c'est ça. C'est que je n'en suis pas totalement libre, mais je dois apprendre à le choisir librement. Alors, moi je pense qu'il y a mille astuces, et que plus la vie sociale est une vie fraternelle, et plus précisément, il y a des gens bien mieux placés que moi, mais que je vais les soutenir, eux, dans l'aide qu'ils peuvent lui apporter. Vous voyez, je veux dire, on est des fois les moins bien placés parce qu'on est les proches. Des fois, on est les mieux placés, des fois, on est les moins bien placés. Ce que j'appelais la résilience, c'est ça. C'est que des fois, non, c'est pas les frères et sœurs, c'est le cousin. Ou des fois, c'est même pas quelqu'un de la famille, c'est un ami, qui lui va être bien placé. Et j'ai pas à être toujours dans la culpabilité en me disant, mais oui, en fait, j'aurais dû. Non, je pouvais pas. Je suis pas la personne pour. J'aimerais bien, mais je suis pas la personne pour. Oui, mais lui me dit que c'est moi. Tous les gens qui me conseillent, qui ont des compétences psychologiques ou législatives, me diront non, c'est pas la bonne solution. Mais je ne peux pas faire qu'il n'est pas mon proche, sous un certain rapport. Et qu'en plus, on a vécu des choses ensemble. Et qui, si elles n'ont pas été systématiquement négatives, ont donc été, à certains moments, véritablement constructrices. Bon, il va falloir faire fraternellement dodo, là. Voilà. La prochaine fois, c'est le sujet. Peut-on vivre quoi? Sans contradiction? Ah oui, peut-on vivre sans contradiction? En gros, voilà, c'était une bonne conclusion. Voilà, donc on va réfléchir. Je dis, peut-on vivre sans contradiction? On peut se retrouver dans une situation contradictoire qu'on n'arrive jamais à régler complètement. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent même que la contradiction fait avancer. Enfin, oui, c'est tout ça qu'on abordera. C'est une grande, grande question, surtout dans un monde qui n'en manque pas.